Et salut à toutes et à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de GM Web3, l'émission 100% blockchain. Nous sommes en direct sur Twitter, sur LinkedIn ainsi que sur Twitch. Mais vous pourrez retrouver également bien sûr l'émission en replay ce soir à 18h sur la chaîne YouTube de GM Web3 et également sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter et ça nous fait extrêmement plaisir évidemment. Nouvelle semaine, nouveaux invités. Aujourd'hui, je reçois Yorick de Montbine, magistrat à la Cour des comptes, ancien conseiller du Premier ministre. Il a travaillé également dans le privé. Il est essayiste, il est conférencier et puis il est connu aussi pour son regard critique sur les politiques monétaires et son engagement en faveur du Bitcoin maximalisme. On y reviendra. Alors, avant de le recevoir, je vous rappelle évidemment que vous pouvez soutenir l'émission de manière totalement gratuite. Il vous suffit simplement de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire. D'ailleurs, vous êtes absolument adorable. Il y a des personnes qui viennent mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube avant même de regarder l'émission. Certains même ne regardent pas l'émission parce que le sujet ne les intéresse pas et c'est tout à fait OK. Ils viennent quand même mettre un petit commentaire pour donner de la force. Et vraiment, pour le coup, je vous dis, voilà, ça nous fait super plaisir. À côté de ça, vous pouvez également, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en faisant un don. Donc, vous avez toutes les informations en description de la vidéo YouTube. Je vous mets également dans les commentaires. Donc, vous pouvez vous abonner à tous les réseaux. Ça nous aide. Et vous pouvez également, bien sûr, faire un petit don en crypto, en euros, 1 euro, 5 euros, 10 euros. Ça paye le café et ça nous fait kiffer. D'ailleurs, merci à ceux qui, régulièrement nous font des petits tips. Ça nous fait très plaisir. Je vais vous parler également, bien sûr, évidemment, du partenaire de l'émission. Le partenaire de l'émission, comme vous le savez, il fait complètement sens pour moi puisque c'est l'école blockchain Alira. Alors, Alira, qu'est-ce que c'est? C'est la première école blockchain de France. C'est une école qui forme depuis 2019 des apprenants de tout âge, de tout parcours, sur 2 parcours bien définis, bien précis, que sont la blockchain et l'intelligence artificielle. Donc, vous avez 2 parcours différents, un parcours blockchain, un parcours IA. Dans chacun d'entre eux, vous pouvez choisir soit l'option dédiée au consulting, donc pour analyser, pour pratiquer, pour accompagner les boîtes dans leur transition Web3 par exemple, ou en tant que développeur, si vous souhaitez vous-même développer les smart contracts de demain. Et puis pour l'IA, c'est la même chose, soit consultant pour accompagner les boîtes dans cette révolution qu'est l'intelligence artificielle, ou encore développer vous-même les agents ou les logiciels, ou je ne sais pas, moi je ne suis pas un techos, IA de demain, coder de l'IA en somme. Donc c'est des formations qui sont sur 3 mois, qui sont certifiées par le ministère du Travail. Donc, vous pouvez bénéficier de toutes les aides possibles et imaginables. Et puis, si vous voulez, ils ont lancé à la rentrée 2 formations complètement gratuites. Une formation crypto, une formation IA. C'est 4 heures chacun de ressources uniques et inédites. Je vous invite vraiment à aller faire ces formations-là. C'est un peu un petit avant-goût, un petit amuse-bouche de ces formations. Puis si ça vous plaît, vous passez à la version complète en prenant rendez-vous grâce au lien que vous trouvez en description de la vidéo. Utilisez le code GRM100 qui vous permet en plus de bénéficier de 100 euros de remise sur l'ensemble des formations. Et puis si vous avez des questions sur la formation, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Parce que moi, la formation, je la connais parfaitement. Je l'ai faite. Je suis moi-même formateur au sein de l'école. Je connais très bien l'équipe pédagogique. Donc, si avant, vous n'osez pas trop, vous avez des questions, voilà, vous m'envoyez un message et puis en DM sur Twitter ou sur LinkedIn, tout est ouvert. Et puis, je vous dirai, je vous donnerai mon avis en tout cas. Puis après, évidemment, vous en ferez ce que vous voulez. Bien. Merci en tout cas à tous. J'en profite pour faire un petit coucou aux habitués, évidemment, Odile, Bibi. On a aussi Firefuck qui est toujours là. Et non, je ne cherche pas de stagiaire pour les cafés Jérém parce que j'ai une machine qui s'occupe de faire ça et j'ai pas d'oseille pour te payer. Voilà. Et mais pourquoi pas un jour. Bien, les amis, si vous êtes prêts, eh bien moi je le suis également et je crois que mon invité aussi. Donc moi je vous propose qu'on passe à l'interview du jour avec Yorick. Bonjour Yorick, comment vas-tu? Salut Jérém, merci, pas trop mal. Je suis légèrement grippé, mais bon, ça devrait aller. Si je commence à vanter les mérites des banques centrales, c'est la fièvre.
ça passera. Ok, dans ce cas-là, je pense que je couperai l'émission et on reprendra la prochaine fois. Non, non, c'est très sympathique de discuter avec toi. Non, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Alors moi, on ne se connaît pas tous les deux, mais en revanche, moi, je t'ai souvent vu dans mon fil, qu'il soit Twitter ou LinkedIn, ou également sur des podcasts. Donc, tu as l'habitude de prendre la parole sur un certain nombre de sujets et j'ai trouvé ton avis éclairé, intéressant, iconoclaste. Et de ce point de vue-là, j'ai souhaité t'inviter pour qu'on puisse ensemble parler de sujets froids, donc des sujets de fond, hein, et également de sujets chauds. Alors après, on verra effectivement ton avis, puisqu'en ce moment, il se passe énormément de choses, tant sur la scène française, que sur la scène européenne ou encore la scène internationale. J'ai rappelé tout à l'heure que tu es magistrat à la Cour des comptes, tu as été conseiller du Premier ministre entre 2007 et 2010, donc c'était sous Sarko, donc c'était Fillon, c'est Oui, ça? c'était Fillon, ouais. Qui avait prévenu que l'État était en faillite à l'époque. Et puis, à côté de ça, essayiste, conférencier. Tu as travaillé aussi dans le privé, dans des grosses boîtes, je crois, comme Total. Et puis, Seulement Total, pendant ok, plusieurs années, dont plusieurs années en Afrique. ok, ça c'est super ça. Si tu as un avis sur le développement des pays émergents au niveau monétaire et notamment blockchain, crypto, stable, tout ça, je n'avais pas prévu, mais trop bien si j'ai une question sur le sujet ou même d'ailleurs dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les picorerai si elles manquent à ma liste. Alors d'abord, voilà, Yori, comment toi, en plus de cette présentation très succincte, comment tu résumerais ton parcours jusqu'au 4 novembre 2025? J'ai commencé par des études assez généralistes en business, philo, sciences politiques, administration publique. J'ai commencé ma carrière à la Cour des comptes, ensuite quelques années à Matignon avec Fillon, ensuite Total, et ensuite retour à la Cour des comptes. Et avec quelques activités en parallèle, notamment l'enseignement à Sciences Po en sciences politiques euh, et en économie. Et puis avec un intérêt croissant en parallèle pour les idées libérales et pour les questions monétaires notamment. Ce qui fait que quand j'ai découvert Bitcoin fin 2015, il y a presque 10 ans, avec le dossier bien connu de The Economist, euh, ça m'a intéressé, pas spontanément, pas immédiatement, mais assez vite, au bout de quelques mois, après avoir un petit peu mis ça de côté, je suis revenu dessus et je me suis dit, tiens, mais là, avec cette invention, il y a quelque chose qui va dans le sens de mes centres d'intérêt récents, de mes idées. Mes centres d'intérêt pour la réforme monétaire, pour les nouvelles technologies et pour la protection de la souveraineté individuelle. Et donc, assez vite, je me suis passionné pour les sujets crypto, en commençant par les cryptos en général, et la promesse de la révolution blockchain. Et ensuite, je me suis progressivement focalisé sur le Bitcoin, qui m'a semblé beaucoup plus intéressant, prometteur que le reste. Et j'ai perdu tout intérêt pour le reste, littéralement. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment focalisé sur le sujet Bitcoin par le biais révolution monétaire. Ce qui n'exclut pas un aspect révolution industrielle, d'ailleurs. Euh, mais qui, à mon avis, a de plus en plus de chances de se faire sur le système Bitcoin, à partir du système Bitcoin. Ok, Voilà. alors effectivement, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai envie de rebondir. Il y a des questions très rapides. D'abord, tu nous as parlé de l'enseignement à Sciences Po. On parle souvent des dérives un peu gauchisantes, entre guillemets, de l'enseignement à Sciences Po. Est-ce que toi, tu l'as constaté? Est-ce qu'il est un peu fantasmé? En réalité, on peut apporter un peu de nuance sur l'enseignement à Sciences Po, sachant que toi, c'était il y a quelques années, donc peut-être que Je pense ça. que ouais, ça a pas mal changé parce que j'ai dû arrêter vers 2007 ou 2008. Euh, donc au début, j'enseignais l'économie en première année et donc moi j'étais simple chargé de TD en fait, hein. On appelle ça là-bas maître de conférence. Euh, et le professeur en charge du programme, c'était un certain Dominique Strauss-Kahn. Et donc, C'était pas le plus à son... gauche des socialistes. Comment?
Voilà, qui n'était exactement, pas il n'est pas le plus à la gauche gauche. des socialistes. Ouais. C'était une vision plutôt éclairée et très compétente de l'économie. Mais ça n'était pas non plus de l'économie autrichienne. Moi, je me réclame du courant autrichien. Simplement, on avait une certaine liberté d'enseignement, ce qui fait que moi, je préparais mes étudiants aux examens et je leur enseignais le programme officiel, qui était un programme très mainstream à base d'économie néoclassique et d'économie keynésienne. Et en plus, je leur ajoutais une couche d'économie autrichienne. Donc ils avaient un programme assez chargé, et ce qui fait qu'ils connaissaient le programme officiel, plus quelques bribes d'une économie qu'on appelle hétérodoxe, qui propose un autre chemin, un autre monde est possible. Donc ça, c'était les premières années. Et puis ensuite, avec un ami qui est Mathieu Laine, on a créé un enseignement d'ouverture. Il y avait une palette d'enseignements sur tous les sujets, dans lesquels les étudiants devaient piocher quelques enseignements. Voilà. Et nous, on a créé un enseignement qui s'appelait Introduction à la pensée libérale, qui était un enseignement pluridisciplinaire avec de l'économie, de la philosophie politique, de l'épistémologie, de l'histoire, de la sociologie, et qui visait donc à donner un grand panorama de la pensée libérale. Et donc, c'est assez frappant qu'on ait eu l'autorisation de proposer cet enseignement. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile de proposer un intitulé de ce type C'est à Sciences intéressant. Po. C'est intéressant parce que bon, les critiques qui touchent Sciences Po, alors en tout cas celles que je vois passer, hein, portent davantage, je crois, sur des sujets de société ou de géopolitique, etc., que sur des sujets économiques. Je n'ai pas connaissance à ce qu'il y ait une espèce de doxa totalitaire où il faille absolument enseigner des contenus d'extrême gauche ou socialisants, mais c'est possible. J'avoue que je ne sais pas. Mais en tout cas, Je ne oui, sais ça. pas non plus. Après, il y a aussi d'autres. Il n'y avait pas que DSK, hein. Il y avait aussi Jacques Généreux, et je crois qu'il a sévi plus longtemps. Et lui, il est connu pour avoir un positionnement beaucoup plus à gauche que DSK en économie. Ah oui, Donc, oui. mais On je ne sais rappelle, pas quel est l'état actuel. DSK, c'est pas seulement Sofitel, hein, c'est surtout président du FMI, un ponte du Voilà. Parti socialiste. Et alors, tu sais quoi, il est considéré comme un excellent économiste par Bah, les. c'était un économiste professionnel, contrairement à la plupart de ses collègues politiciens. C'était un agrégé d'économie, quelqu'un qui savait de quoi il parlait Hmm. sur ce sujet-là. Bah, d'ailleurs, ça nous ramène à l'actualité immédiate, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors, je sais que tu es magistrat et donc tu es tenu à un devoir de réserve, mais je ne peux pas ne pas faire le rapport avec ce procès, selon moi légitime, en incompétence des parlementaires qui s'essayent à l'économie en faisant des listes de taxes sans étude d'impact, sans véritable connaissance du tissu industriel et entrepreneurial, etc. Et donc, voilà, c'est là où on voit peut-être un affaiblissement du niveau de nos politiques. Non pas que Strauss-Kahn soit un modèle pour moi, mais c'est vrai qu'au moins, bah, il savait de quoi il parlait, quoi. Ce qu'on voit actuellement, ça soulève pas mal de questions, ouais, sur le fonctionnement de nos institutions, le sens de ces institutions. On voit des parlementaires qui ont un besoin d'exister d'un point de vue médiatique, et finalement, leur seul moyen d'exister, c'est de prendre la parole sur tous les sujets dans la seconde où il se passe quelque chose, et de proposer un maximum de choses pour répondre à des clientèles politiques. Euh, Notre fonctionnement démocratique, c'est vraiment une démocratie clientéliste, hein, largement, où pour être élu, il faut répondre à des clientèles politiques. Il y a un maximum de clientèles politiques qui ont entre elles des intérêts divergents. Donc il faut arriver à en satisfaire un maximum alors que ces clientèles ne sont pas toujours compatibles entre elles. Et donc ça donne un spectacle assez sidérant qui est assez largement prévu et théorisé par un courant d'économie qu'on appelle l'école du public choice, qui montre bien le fonctionnement des institutions politiques où les acteurs ne sont pas seulement dévoués à l'intérêt général comme ils le prétendent jour et nuit, mais servent aussi des intérêts propres ou des intérêts de catégorie, de parti. Et où il y a des échanges. Où la politique est un marché, on s'échange des choses, il y a un marché politique. On se promet, on reçoit, on donne, etc., pour des avantages particuliers ou catégoriels. C'est un peu ça qu'on voit en ce moment. Et moi, ce spectacle me fait penser à une contre-proposition assez classique. Pardon. Pas La de problème. proposition de Hayek dans la Constitution de la liberté,
si je ne me trompe pas, lui, il proposait une forme de parlement très différente de ce qu'on a actuellement. Il disait, en fait, il faut que la loi concerne très peu de choses, seulement des sujets fondamentaux, des principes. Et d'autre part, il faut que les gens qui produisent la loi soient beaucoup plus triés sur le volet. Il ne faut pas du tout chercher à ce qu'ils soient représentatifs de la population. Il faut que ce soit les plus sages, les plus compétents, les plus expérimentés. Donc il faut qu'ils soient peu nombreux et il faut qu'ils soient relativement plus âgés que la moyenne et il faut qu'ils aient créé des choses, qu'ils aient vécu des choses, qu'ils aient prouvé des choses. Pas seulement le fait d'être élu en promettant tout et n'importe quoi, ça ne suffit pas pour prouver quelque chose. Il faut avoir été un grand créateur d'entreprise, un grand scientifique, un grand artiste, un grand penseur, il faut avoir produit quelque chose, avoir démontré sa sagesse. Et en fait, on est à l'extrême inverse dans la situation actuelle de ce que propose Hayek. En fait. Ça nous rappelle Macron qui disait soyez fiers d'être des amateurs. Et effectivement, le niveau de certains députés, notamment la France insoumise, qui ne transpire pas la culture, si on doit nommer notamment de Logui. Bon, je prends des exemples évidemment hein, pour illustrer. Ça me fait penser à une autre chose sur encore une fois, ce droit de vote et la limite de la démocratie, c'est que ce que tu dis, où on aurait en fait une éligibilité fondée sur la compétence, est-ce qu'on devrait avoir, selon toi, un droit de vote fondé sur la compétence? On entend parfois certains dire la plupart des gens qui votent sont teubés, ils ne devraient pas pouvoir voter, et donc on devrait, je sais pas moi, faire un test de QI pour avoir le droit de voter. Non, mais c'est des idées qui peuvent paraître absurdes, mais qui sont dévendues par certains, un espèce de vote censitaire, mais pas basé sur le sens, donc sur l'argent, sens C-E-N-S, hein, je précise bien sûr, mais plutôt voilà, sur soit la connaissance, la compétence, le niveau de culture. Mais est-ce que ça risque pas derrière de mener à une homogénéisation du vote, que des classes supérieures éduquées? C'est quoi ton avis là-dessus? J'avoue que moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je suis assez partagé. Bah, oui, moi aussi, parce que si la puissance publique a un champ d'intervention très très large, ne se contente pas de prendre des décisions sur des grands principes, mais aussi sur le moindre détail de la vie quotidienne et de la vie économique, à ce moment-là, il faut que les décideurs publics soient extrêmement compétents. Euh, et donc, les gens qui choisissent ces décideurs publics, c'est normal qu'ils n'aient pas le même degré de compétence. Euh, Simplement, il faut qu'ils soient assez compétents pour choisir les bons décideurs publics. Et ne pas se laisser manipuler par des populistes et des gens qui vont leur promettre n'importe quoi et en fait détruire la société et l'économie. Donc c'est très difficile de trouver un niveau pertinent de compétence des électeurs, en fait, a priori. Alors il y a aussi un autre paramètre, hein, au-delà de la compétence, c'est le patrimoine ou le revenu. Si dans une démocratie, on élit des gens qui vont prendre des décisions sur la redistribution des richesses, supposons qu'il y ait une écrasante majorité de gens qui élisent les dirigeants et qui ont très très peu de revenus. Bah, en fait, logiquement, ils vont voter pour des gens qui leur proposent une énorme redistribution des richesses. Et donc, très vite, on peut complètement flinguer l'économie et la société en faisant ça. Et Euh, inversement, alors, et donc ça aboutirait à un raisonnement justifiant une sorte de suffrage censitaire. C'est-à-dire on va donner le droit de vote seulement à des gens qui ont un certain niveau de patrimoine ou de revenus. Euh, mais là aussi, ça pose des sujets, tu as le des même questions problème. un peu C'est-à-dire insolubles sur que quel droit on donne à qui pour diriger la vie des qui. Donc, en fait, il y a dans la démocratie un certain nombre de sujets un peu insolubles finalement. hmm. On aboutit à des apories. Ouais, en fait, c'est pour ça que beaucoup se tiennent à la Cinquième République, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que c'est peut-être le moins pire en l'état, même si certains hein, prônent une Sixième République. Mais voilà, jusqu'à présent, tout le monde se revendique du gaullisme et de la Cinquième République, parce que, voilà, a priori, c'est le juste milieu un petit peu trouvé pour garantir la stabilité des institutions, comme on dit, même si elle est quand même un peu remise en question ces derniers temps, avec un retour un peu à la Quatrième République où les partis finalement font la loi, où seule une élection présidentielle peut rebattre les cartes finalement, non?
Oui, moi j'ai longtemps été très gaulliste et très partisan de la Ve République, mais j'ai lu un livre il y a longtemps qui m'a pas mal ouvert les yeux là-dessus, qui m'a fait changer d'avis. Et ce serait intéressant de savoir s'il y a des livres qui actualisent un peu cette analyse à l'époque actuelle. C'est celui de Jean-François Revel, L'absolutisme inefficace, où il analysait en détail la Ve République et montre qu'en fait c'est un système très, très critiquable, très imparfait, qui est voué à l'échec. Parce que il conjugue des pouvoirs énormes confiés au président et en fait un immobilisme et une paralysie de système radicale qui empêche de faire certains types de réformes. Donc il y a vraiment les deux aspects. C'est pour ça que ce titre est très bien trouvé, absolutisme inefficace. Et en fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a un président de la République qui a des pouvoirs complètement incroyables. Et en même temps, la France est un pays complètement paralysé, qui est bloqué, qui n'arrive pas à faire les réformes rationnelles qu'il faudrait. Hmm. Donc il y a un problème d'institution. À un moment donné, il va falloir changer les institutions, hein. Hmm. Je comprends. Alors après, il faudrait s'interroger, et là c'est vraiment de la science ou vraiment de l'analyse politique, c'est est-ce que finalement l'État n'est pas, enfin, la France n'est pas dans le même état que le peuple. C'est-à-dire que dès lors que tu as un peuple qui est ultra divisé, on a une Assemblée nationale qui, selon moi, est la plus représentative qu'on a depuis très longtemps par rapport à l'état des forces en présence, malgré parfois des alliances un petit peu étonnantes, mais peu importe. En tout cas, elle est largement diversifiée et donc elle est à l'image de cette France divisée. Et donc, c'est pas complètement déconnant. Le problème, c'est que c'est soit du 49-3, soit de la dissolution, soit de l'appel à la démission, parce que c'est compliqué. Maintenant, si tu prends le Parlement israélien, par exemple, avec une proportionnelle totale, donc ultra représentative, là, ou même en Allemagne, hein, dans lequel le jeu des coalitions a beaucoup plus d'impact, on se rend compte qu'en France, on peine encore, surtout à droite d'ailleurs, à accepter la notion de coalition. Autant à gauche, ils n'ont pas de problème. Autant à droite, même si ça commence, hein, ça s'effrite un peu, hein, mais voilà, ils ont un petit peu de mal. Donc peut-être que si ce fameux cordon sanitaire vient à lâcher, on peut avoir des coalitions de droite, des coalitions de gauche, et peut-être que ça peut faire avancer le schmilblick. Qu'est-ce que tu en penses? Tu disais qu'on a une assemblée qui est particulièrement représentative des divisions, hein, françaises. Alors c'est vrai, mais en même temps, tu ajoutais une nuance très intéressante. Tu disais malgré pas mal d'alliances. Et pour moi, cette nuance relativise très largement ton affirmation initiale. C'est-à-dire que je suis pas du tout sûr que l'Assemblée actuelle soit aussi représentative de la France actuellement. Euh, il y a eu quand même énormément d'alliances complètement contre nature. Ouais, mais moi, En fait, je je pense que la prends. population a. Le fond du problème, c'est que la population a l'impression d'être totalement dessaisie de son destin par une élite en place, une espèce d'oligarchie qui conserve le pouvoir, quelles que soient les alternances politiques. Alors, cette oligarchie, elle est composée d'une technocratie, une technostructure, que je connais parce que j'en fais partie, et d'une idéologie dominante, d'une culture dominante qui est indépendante du parti en place ou des partis au pouvoir. Et la population se sent de plus en plus déconnectée de ses dirigeants et a envie de tout envoyer balader. Et ça En crée fait, une situation de plus en plus instable qui profite aux populistes. quand je parlais de représentativité, après on va passer au prochain sujet, sauf si tu souhaites rebondir bien sûr, mais c'était plus ne serait-ce que la représentativité du RN qui était complètement absente de l'Assemblée, contrairement notamment au vote de la présidentielle. Donc au moins sur ce point de vue-là, ces électeurs du RN sont dorénavant représentés à l'Assemblée de façon proportionnel, non, mais en tout cas plus que jamais auparavant. Après, sur le reste, oui, évidemment, on n'aura pas de représentativité pure parce que nos passaran, quoi. Donc forcément, des fois, il faut sauver. Il faut sauver la France contre le risque fasciste. En tout cas, c'est passionnant. Une autre question, tu es passé du public au privé
au public, ça pose parfois des questions voilà, des jeux d'influence, des rapports de force, parfois même de risques de collusion, de corruption, tout ça. Tu peux nous rappeler un petit peu les règles quand tu passes du privé au public? J'imagine, il doit y en avoir. Je pense que c'est intéressant de les rappeler. Oui, ces allers-retours peuvent poser des problèmes de principe, hein, donc d'ailleurs, je trouve que le système français n'est pas optimal, hein, de ce point de vue-là, globalement, mais il y a quand même des tentatives d'encadrer ça. Quand on a eu des responsabilités importantes dans le public et qu'on passe dans le privé, on passe par une commission qui doit donner son avis sur ce mouvement et qui peut donner un avis défavorable. Euh, et qui veille, qui vérifie que les fonctions qu'on va prendre dans le privé ne bénéficient pas d'informations qu'on a eues dans le public. Voilà. Et parfois, cette commission autorise les transferts, mais en posant des conditions. En disant, par exemple, bon, bah, pendant 2 ans, vous n'allez pas interagir avec vos anciens collègues de telle administration où vous étiez avant. Mais bon, bah, il reste à voir si ces conditions sont vraiment efficaces dans les faits, ou si c'est pas une simple façade. Alors, je sais pas très bien comment ça fonctionne dans les autres pays, mais ça serait intéressant de comparer pour voir s'il y a des pays où c'est plus sain. Hmm. Les allers-retours entre le privé et le public, ils sont plutôt bons parce qu'ils permettent notamment à la fonction publique de découvrir des choses peut-être un peu plus modernes dans le privé. Mais les allers-retours sont pas si fréquents. En général, ce sont des départs nets du public vers le privé sans retour vers le public. Parce qu'il y a des différences salariales tellement énormes que il y a aussi ce sujet. Ouais, tu m'étonnes. Tu t'habitues à un train de vie, tu n'as pas forcément envie de redevenir fonctionnaire avec une perte de revenus de 30 à 50, voire même davantage pour cent. Ouais. Dans le Ok. public, le seul moyen d'avoir un niveau de vie très élevé, en fait, c'est d'être élu. Parce que là, on peut se retrouver dans des hôtels particuliers, avec des voitures, des chauffeurs, des frais de représentation énormes et tout. Et donc, ça attire aussi beaucoup de gens qui se lancent en politique. Et c'est un facteur peut-être pas très sain pour entrer en politique, d'être attiré par ça. Là aussi, il y a des choses à réformer dans notre système, probablement, hein. Enfin, c'est un vaste sujet. Oui, oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dernier sujet, parce que j'ai un peu écrit sur le sujet et je sais que c'est un sujet qui est intéressant, c'est justement la position de la Cour des comptes. Alors, tu y es magistrat, donc je ne sais pas si tu pourras répondre, mais je ne peux pas ne pas te poser la question. J'ai la chance d'avoir un magistrat de la Cour des comptes sur 3 sujets particuliers. Le premier, c'est géré par un socialiste. Alors, on dit souvent, tu sais, les grands postes de l'État sont entre les mains des socialistes qui pèsent que dalle aux élections, que ce soit la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, on pourrait même citer l'ARCOM, bref, toutes ces institutions, à la tête, il y a des socialistes ou des anciens socialistes. C'est le cas de la Cour des comptes. Est-ce que toi, tu vois une véritable ingérence et une véritable, pareil, mainmise du socialisme dans son terme économique sur la Cour des comptes, ou est-ce que non, le président n'a pas tout pouvoir, il y a une pluralité dans les différents membres de cette Cour des comptes? Voilà, première question rapide. Ok. Alors en fait, on peut très bien, enfin, il peut très bien y avoir une influence socialiste majeure sur une institution de la Cour des comptes, comme même si son patron n'est pas socialiste. Euh, Parce que le patron de la Cour des comptes, il n'a pas une grosse influence opérationnelle sur quels rapports sont produits, quel est leur contenu, quand on les publie, etc. Il a, il a un pouvoir marginal. Il peut retarder la publication d'un rapport ou demander aux gens qui pilotent les contrôles de ne pas trop mettre l'accent sur tel aspect. Mais globalement, il n'a pas une énorme influence. En fait, la vraie influence, elle peut être très pernicieuse sans que le grand public ne soit au courant. Si tous les présidents de chambre, ce sont les entités de base de la Cour des comptes, si tous les présidents de chambre sont socialistes et que leurs adjoints sont socialistes aussi, le grand public ne le saura pas. Et en fait, ça va être beaucoup plus efficace.
pour orienter l'activité d'une institution comme celle-là. Et Est-ce que ça, c'est c'est juste la Cour des comptes. Mais il y a aussi des juridictions qui tranchent beaucoup plus de contentieux, comme les juridictions administratives, où la question peut se poser. Ensuite, il y a le sujet de est-ce que toutes les grandes institutions françaises actuellement sont dirigées par des socialistes ou des gens plutôt à gauche? Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu troublant? Effectivement, là, la question peut se poser. Euh, Après, moi, je peux pas rentrer plus dans les détails sur ces aspects, hein. Je comprends. Non, non, mais je comprends totalement. Et c'est déjà intéressant d'avoir eu ce double niveau de lecture entre la présidence et les différents. Comment tu dis C'est les chambres, les champs. les institutions de base. Ouais. Ok, non, c'est intéressant. Alors, on va arriver sur la dernière partie de ton introduction, puisque j'essaie d'y aller avec itération. C'est sur Bitcoin. Donc, justement, tu découvres les crypto-monnaies d'abord. Donc, tu as ton propre parcours initiatique, comme beaucoup d'ailleurs, comme j'imagine l'immense majorité des crypto, je ne sais pas comment les appeler, les crypto-users, peu importe. Et en fait, on ne commence pas tout de suite par comprendre, adopter Bitcoin. On passe par un certain parcours. On passe par les shitcoins, les ICO, les NFT, la DeFi. Et puis finalement, est-ce qu'on finira pas tous Bitcoin maximalistes? Voilà, c'est peut-être ma question finale. Mais d'abord, pour ça, le fait de te recevoir a suscité une toute petite polémique sur Twitter avec certains qui, m'ont fait le procès de ne pas te poser la question du maximalisme, du Bitcoin maximalisme, de ses limites. Parfois, il peut être même contre-productif quand il est un peu toxique ou agressif. Et donc, j'avais prévu, bien sûr, de te poser la question, puisque tu te revendiques comme étant aujourd'hui Bitcoin maximaliste, mais ne pas toujours l'avoir été. C'est quoi ton avis? Et peut-être d'abord, pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous rappeler l'origine du Bitcoin maximalisme, un peu historique avec Vitalik, tout ça, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Bah, moi, ce que je dis, c'est que je me suis concentré progressivement sur le Bitcoin et maintenant, c'est surtout le Bitcoin qui m'intéresse. Euh, donc, je me dis pas forcément Bitcoin maximaliste parce que en fait, c'est un terme ambigu. Chacun le définit un peu comme il veut et puis ensuite s'excite pour débattre avec autrui sans qu'on soit mis d'accord sur la définition. Donc, si tu me dis ta définition du terme Bitcoin maximaliste, je pourrais te dire si Alors, je me réclame ou non alors, de cette position. alors, je vais te la donner. Alors, évidemment, je m'attends à ce que certains ne soient pas d'accord, mais je vais prendre celle qui est un peu encyclopédique, quoi. À la base, le Bitcoin maximalisme, ça a été un peu popularisé par Vitalik Buterin au moment de la lutte, tu sais, sur la size C'était un wall. terme péjoratif au début, Et qui est c'était devenu un péjoratif. étendard. Voilà, c'était un peu les conservateurs qui voulaient rien changer à Bitcoin. Ça, c'est une notion importante qu'on oublie souvent. Bitcoin maximaliste, ça veut dire on garde Bitcoin avec ses fondamentaux de Satoshi. Je dis pas qu'on peut pas faire des BIP, tu vois, mais au moins on garde les fondamentaux. L'ossification. Voilà. Et deuxièmement, le Bitcoin maximaliste, c'est effectivement considérer que tout ce qui n'est pas Bitcoin est voué à mourir parce que il y a une fondation ou une entreprise derrière, parce que c'est de la spéculation, du marketing, etc. Donc ça, c'est une idéologie, une conception du Bitcoin maximalisme. Et après, il a plein de manières de se diffuser, soit de Ouais. façon avec de la formation pédagogique, de l'explication, voilà, tout ça, soit au contraire une espèce d'agressivité ou un sarcasme que d'aucuns pourraient considérer comme toxique. Donc toi, par D'accord. exemple, de ton Ouais. point de vue, tu te trouves Bah, où toi? moi, je Tiens. me sens beaucoup plus proche du Bitcoin maximalisme que du reste. Euh, Après, toxique ou pas, bah, chacun est plus ou moins toxique, hein. C'est très subjectif d'évaluer ça. Je comprends les bitcoins maximalistes toxiques parce que c'est une attitude qui peut avoir du sens. Euh, Moi, je ne suis pas pour la tolérance, pour la bienveillance généralisée. Je pense qu'il faut assumer des conflits, euh, même s'ils sont radicaux. Parfois, leur expression peut être pas très délicate, pas très gentille, mais bah voilà, c'est comme ça. Euh, et donc, bon, moi, ce débat me fascine pas, hein. Est-ce que c'est gentil ou pas d'être Bitcoin Il y a pas maximaliste? de... En Alors, fait, le débat qui m'intéresse, c'est sur le fond. C'est est-ce qu'ils ont raison ou pas?
Est-ce que la plupart des cryptos sont des scams ou pas? Sont voués à disparaître ou pas? Bon, alors moi, mon opinion là-dessus, c'est que il y a deux choses. Il y a la révolution monétaire et la révolution industrielle. Sur la révolution monétaire, par nature, la monnaie tend vers un objet unique. Ce qui compte, c'est que ce processus soit un processus de marché et pas un processus imposé par les autorités publiques. Dans la révolution des crypto-monnaies, Bitcoin est bien placé pour devenir le numéro un. Et s'il devient le numéro un, les autres vont disparaître. Ça, c'est l'aspect révolution monétaire. L'aspect révolution industrielle, c'est la fameuse révolution blockchain. On va disrupter tous les processus juridiques, logistiques, financiers, industriels par la tokenisation, les smart contracts, les registres distribués, etc. Et là, il y a des besoins d'autre chose que du Bitcoin. Il y a besoin de blockchain plus programmables. Donc ça, c'est la promesse initiale. Mais moi, je n'ai pas d'avis là-dessus puisque je ne suis pas technicien. Simplement, ce que je vois, c'est que depuis des années, ce qui est promis n'est pas tellement mis en œuvre, n'accouche pas tellement de cette fameuse révolution blockchain, et d'autre part qu'au contraire, la programmabilité sur Bitcoin ou à partir de Bitcoin tend à progresser avec des outils additionnels, des protocoles complémentaires, et voilà. RGB, récemment Arcade, etc. Donc là encore, je ne suis pas assez technicien pour juger de la pertinence de ces promesses, parce qu'on est toujours sur des promesses. Mais l'idée selon laquelle la révolution industrielle pourrait se faire sur Bitcoin, en plus de la révolution monétaire, cette idée-là, elle ne me paraît pas absurde. Et je pense qu'elle devient de plus en plus crédible. Et si c'est ça le Bitcoin maximalisme, moi j'ai plutôt de la sympathie pour cette idée. Et il y a un autre aspect qui est plus éthique, c'est qu'il y a énormément de gens qui se font berner par des promesses inconsidérées de la révolution blockchain. Euh, dans la révolution blockchain, il y a beaucoup de gens de bonne foi qui promettent des nouveaux outils, des nouveaux tokens, des nouveaux protocoles, des nouvelles blockchains, de bonne foi en disant, voilà, je propose un truc qui va fonctionner. Mais quelle est la proportion de ces gens par rapport aux scammers? Il y a une énorme quantité de scammers qui est absolument incroyable. Et donc, la position éthique des bitcoins maximalistes, c'est de dire, par notre agressivité, on va compenser. On est très minoritaire dans le débat. Et donc, on est obligé de rivaliser d'agressivité pour attirer l'attention des newbies et pour leur dire, attention, ne vous faites pas piéger, vous allez engloutir toutes vos économies dans des trucs complètement fragiles, qui sont centralisés en coulisses sans que vous en rendiez compte, qui sont pilotés par 3-4 types qui sont très futés, mais qui sont d'un point de vue éthique pas forcément très clean. Donc on est là aussi pour ça, pour vous aider. Et en fait, l'expérience prouve qu'ils ont eu largement raison, a posteriori, les maxi toxiques, sur énormément de sujets. Donc je suis plutôt proche de ce courant-là, pour résumer. Intéressant, c'est hyper intéressant. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais rebondir. D'abord, tu dis que la monnaie finira par un processus unique. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai entendu parler de la concurrence des monnaies et que justement, il n'était pas inintéressant d'en avoir plusieurs et que chacun puisse choisir en liberté, en responsabilité. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux notions ou peut-être je suis passé à côté du sujet? En fait, ça pose un sujet qui est intéressant en théorie économique, c'est la nature de la concurrence. Il y a plusieurs manières de théoriser la concurrence. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? Euh, Pour schématiser, on peut dire qu'il y a deux visions. Il y a la vision un peu mainstream qui dit que la concurrence, c'est le fait qu'il y ait plein d'acteurs ou plein de produits. C'est donc une situation à un moment donné. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il est souhaitable qu'il y ait plein de monnaies, plein de crypto-monnaies. Mais c'est une position qui est très fragile, à mon avis, et qui a été largement réfutée par l'école autrichienne. L'école autrichienne explique non, c'est pas ça la concurrence. La concurrence, c'est un processus, c'est pas une situation. Donc, ce qui compte pour qu'il y ait concurrence, c'est pas qu'il y ait un grand nombre d'acteurs ou un grand nombre de produits, c'est qu'il y ait une liberté d'entrée sur le marché et qu'il n'y ait pas des barrières, soit légales, soit non légales, à l'entrée sur le marché. Dans notre économie actuellement, il y a même en dehors des monnaies, il y a de multiples barrières à l'entrée dans tous les domaines, par des réglementations, par la fiscalité, par plein de choses. Ce qui fait que, en fait, la concurrence fonctionne très très mal. Dans le domaine monétaire,
qu'est-ce qui se passe si on lève les barrières à l'entrée? C'est quoi la barrière à l'entrée principale? C'est le monopole de l'émission monétaire par la puissance publique. Si on lève cette barrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une situation concurrentielle avec énormément de propositions de nouvelles monnaies. C'est quoi le processus naturel dans ce cas-là? C'est que les gens adoptent la monnaie qui leur paraît la plus apte à servir leurs besoins. Et c'est quoi le besoin fondamental de la monnaie? C'est de servir d'intermédiaire d'échange. Donc on va avoir naturellement intérêt à utiliser la monnaie dont on pense qu'autrui l'utilisera. La monnaie dont on pense que le plus grand nombre possible de gens l'utiliseront. Et donc, il y a un processus logique, naturel, à l'unification monétaire. Et d'ailleurs, une des définitions de la monnaie, c'est d'être le bien le plus liquide de l'économie. Euh, et donc, il est tout à fait normal que progressivement, les gens adoptent une monnaie unique. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'or. Le fait que l'or, au cours des siècles, soit devenu la monnaie mondiale, même sous l'État noir, il y avait plusieurs monnaies nationales, mais qui étaient simplement des libellés en poids, en or. Ça n'a pas été un processus technocratique piloté par la puissance publique, ça a été un processus spontané de marché et qui a abouti à une forme de monopole. Alors bien sûr, il y avait l'argent. Mais d'une part, souvent l'argent était imposé par des réglementations, et puis d'autre part, c'était logique d'avoir une monnaie complémentaire pour les règlements pour des petits montants, parce que l'or n'était pas pratique pour les petits montants. Dans le cas du Bitcoin, il n'y a pas cet effet. Donc, dans le cas des cryptos, si il y a un véritable processus concurrentiel à long terme, il est normal qu'une crypto l'emporte et devienne la crypto mondiale. Après, la question, c'est est-ce que ça ne va pas engendrer une situation problématique qu'on appelle abus de position dominante, monopole ou ce genre de choses? Et la réponse est non, tant qu'on est toujours dans une situation où il n'y a pas de barrière légale à l'entrée, où il n'y a pas de barrière de, 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 de frein imposé par la loi. Si à tout moment on peut recréer une nouvelle monnaie pour contester la monnaie en place, c'est l'essentiel. Et donc il n'y a pas de contradiction entre la théorie de Hayek sur la concurrence des monnaies et sur le pronostic selon lequel, dans la révolution des crypto-monnaies, une crypto s'imposerait. Et donc les bitcoins maximalistes sont pas du tout contradictoires là-dessus. C'est hyper intéressant. Merci Yorick pour cet éclairage. J'ai besoin d'un deuxième éclairage aussi sur voilà, que disent cette école autrichienne, disons, sur le scam, justement. D'aucuns pourraient appeler à la responsabilité individuelle, d'aucuns pourraient appeler ça finalement, voilà, ce fameux parcours initiatique où de toute façon, bah, tant que tu t'es pas brûlé, de toute façon, tu sais très bien que tu ne sauras pas si le feu brûle. Et puis inversement, on va pouvoir parler de protection collective, soit de la communauté, soit de la loi, soit de l'État, soit de la régulation, avec un risque justement d'en faire trop. Hein, on peut parler d'hyper-régulation, d'inflation juridique, etc. Comment trouver le juste milieu entre protégez-vous vous-même et au contraire, on va vous protéger contre vous-même. C'est quoi ta position là-dessus? Ça, c'est un débat qui n'est pas du tout propre aux cryptos, hein. C'est un débat Non, pas d'économie du tout. politique Absolument. sur le fonctionnement de l'économie en général. Donc, ce que disent les Autrichiens là-dessus, et moi je suis assez largement d'accord, c'est que la protection du consommateur, elle peut se faire de manière plus efficace, efficiente, morale et juste par le marché que par la réglementation publique. Parce que, de manière générale, dans ces débats, on a tendance à surestimer les bienfaits de la réglementation publique et de ceux qui la conçoivent, et à sous-estimer les bienfaits du processus de marché. Le processus de marché, c'est qu'on ne peut pas, dans un système concurrentiel normal, là encore, où il n'y a pas de barrière légale à l'entrée, et pas de barrière artificielle imposée par la puissance publique, dans un processus concurrentiel de ce type, on ne peut pas abuser durablement de son consommateur. Et le seul moyen de faire fortune durablement, c'est de servir les besoins du consommateur. Donc, dans ce système-là, quand on abuse vraiment du consommateur, très vite, on est rayé de la carte, on disparaît du marché, on fait faillite. Et c'est un processus qui est sain, un processus de nettoyage, et qui est beaucoup plus rapide et performant
que le processus bureaucratique d'émission de règles qui ne sont pas adaptées, qui ne comprennent pas la technologie, ensuite des processus juridictionnels qui prennent du temps, avec des magistrats qui ne sont pas assez nombreux, qui n'ont pas assez de moyens, qui ne sont pas assez formés sur les sujets, qui ont leurs propres biais moraux, leurs propres biais politiques, etc. Et d'ailleurs, quand on voit la plateforme de FTX, quand on regarde en détail l'effondrement de cette plateforme, d'abord l'essor de cette plateforme et son effondrement, c'est un processus de nettoyage par le marché qui est extraordinaire. C'est-à-dire, cette plateforme, en quelques années, elle a surgi à partir de rien, elle est devenue un monstre, à obtenir un poids incroyable, et en quelques jours et en quelques semaines, à partir du moment où on a détecté ces magouilles, elle a été rayée de la carte. Et en fait, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est par le marché. Alors évidemment, on peut déplorer le fait qu'il y a énormément de gens qui ont perdu leurs économies dans cette plateforme, etc. Mais il y a aussi une question de responsabilisation individuelle. Euh, Soit on considère les gens comme des adultes qui sont capables de faire un peu attention, de pas de diversifier leurs investissements, de se former, d'être prudents, soit on les considère comme des enfants. Et si on les considère comme les enfants, il ne faut pas leur donner le droit de vote. On revient aux premières minutes de notre discussion. C'est un problème de cohérence. Euh, donc, le marché est capable de proposer des produits pour aider les gens, pour les guider, de la formation, des labels, des contrôles, des audits. Moi, en tant qu'auditeur, je suis un auditeur public, mais je sais que le marché est capable de créer de l'audit privé, même quand ce n'est pas imposé par la loi, simplement parce que ça répond à des besoins normaux dans une économie moderne. Euh, donc voilà, c'était une réponse un peu longue. Non, non, pas du tout. Vraiment, c'est hyper intéressant. Alors, évidemment, certains ne seront pas du tout d'accord parce qu'ils tiennent effectivement à cette protection collective. Ils partent du principe qu'une vision comme la tienne est parfaitement utopique et que c'est trop cynique de se dire qu'il faut finalement que toute une génération se fasse scam pour que la prochaine soit plus avertie, que ça coûte trop cher. Limite même, certains pensent que c'est contre-productif parce que ceux qui quittent la crypto pour s'être fait arnaquer ne reviendront jamais. Et donc finalement, ça aura été à l'inverse de la recherche d'une adoption plus massive des cryptos et in fine de Bitcoin. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais donc je suis plutôt aligné avec toi, mais c'est hyper intéressant d'avoir l'avis voilà, d'un gars qui a lu des bouquins et, et Et qui peut étayer je peux comprendre ça. les contre-arguments, hein, parce que Bien sûr, avec plaisir. moi, je suis passé par ces positions à certains moments, donc je peux tout à fait les comprendre. Et de toute façon, on évolue tous sur ces sujets en fonction de nos expériences, de nos lectures, de nos influences. Donc voilà. Et donc, alors, comment tu répondrais à cette idée selon laquelle, par exemple, le fait de se faire escroquer ou avoir par le marché, finalement, ça nous repousse définitivement d'une innovation qui pourtant pouvait Non, être alors, salvatrice? c'est pas par le marché qu'on se fait avoir, c'est par des voleurs, pas par des magouilleurs, des trafiquants, et voilà. Donc ça arrive. La question, c'est comment on minimise ça. Donc, il ne s'agit pas d'accepter qu'une génération entière se fasse sacrifier. Ça, c'est une vision assez caricaturale. C'est pas comme ça que ça se C'est passe. la génération ICO. Hein. On s'est tous fait avoir. Hein. Quand Bah, je parle de non, génération, je ne parle pas de tranche de générationnelle, je parle d'une narrative. non, mais ça dépend comment on définit la génération ICO. Si on dit tous ceux qui se sont fait avoir, c'est ceux qui ont investi dans des scams, bah oui, par définition, ils se sont fait avoir. La question, c'est pourquoi ils sont allés investir dans des scams. Moi, je suis pas allé investir dans des scams. Euh, et il y a des tas de gens qui sont pas allés investir dans des scams. Donc, voilà. Non, mais je vois ce que tu La veux question, dire. c'est comment on minimise ça. Donc, on est dans une situation particulière avec les cryptos parce que c'est l'émergence d'une nouvelle technologie. Et donc, dans ces situations, il y a toujours historiquement beaucoup plus de scams, puisque c'est difficile de vérifier la pertinence des projets. Par définition, c'est nouveau, personne n'y comprend rien. Donc, euh, est-ce que l'État est mieux placé pour te dire ah non, là, n'y va pas, c'est un scam, et là, vas-y, c'est bon. Bah non, il n'est Ouais. pas mieux placé, il y comprend encore moins que toi, tu vois.
si tu es un ado de 15 ans dans ton garage, tu comprends mieux la crypto que les hauts fonctionnaires bardés de diplômes. Donc pourquoi attendre que l'État te dise bah non, tu n'investis pas là-dessus. Euh, Donc, donc plutôt, je pense que ma vision n'est pas plus utopique que celle consistant à dire on va faire confiance à des bureaucrates et des politiciens bienfaisants, omniscients, pour nous guider, pour prendre les décisions à notre place. En fait, c'est ça qui est utopique. hmm. Ça ne marche pas. Donc plutôt une espèce de vigilance collective des vrais sachants, donc une espèce d'autorégulation de l'écosystème avec des groupes qui proposent des due diligence, des groupes qui proposent des formations, mais vraiment à l'intérieur d'une communauté crypto qui sait de quoi elle parle et plutôt bienveillante, etc. Non, non, il ne s'agit pas de la bienveillance, il s'agit de la quête du profit effréné. Le marché n'est pas là pour être gentil et pour faire plaisir. Les acteurs sur le marché sont là pour gagner de l'argent. Et si on les laisse faire, ils vont proposer des services qui sont utiles aux gens. S'il y a un besoin d'information, de sélection de projets plus ou moins scam, etc., eh ben, il y a des entrepreneurs qui vont répondre à ce besoin, qui vont proposer des outils pour ça. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que fonctionne une économie de marché. Soit on l'accepte avec les inconvénients qui vont avec, soit on refuse le principe même de l'économie de marché. Et on se retrouve dans une économie mixte, comme l'économie actuelle, qui est un désastre, où on est entre l'économie totalement socialisée et l'économie de marché. On est dans une économie avec une apparence d'économie de marché, une apparence de respect de la propriété privée, et où dans les faits, tout est régulé dans les moindres détails, et où ça ne marche pas. Hmm. Ok, alors on en revient justement, si tu veux bien, à Bitcoin. Bitcoin, on dit souvent qu'il est né dans le milieu cypherpunk essentiellement américain, en tout cas pour ceux qu'on connaît. Et en même temps, les tenants de l'économie autrichienne se réclament aussi des idéaux portés notamment par Bitcoin. Est-ce qu'il y a un lien artificiel ou naturel entre le mouvement cypherpunk à l'origine de Bitcoin avec, tu sais, la protection de la vie privée, tout ça, et l'économie autrichienne pour, voilà, on parlait de la concurrence des monnaies, la liberté individuelle, etc. Est-ce que ça, c'est un sujet que tu as un peu étudié en tant que Bitcoiner et cultivé d'économie autrichienne? Ben, moi, j'aime beaucoup ce sujet. D'abord, dans les économistes autrichiens actuellement, il y en a beaucoup qui restent très sceptiques sur le Bitcoin, hein, quand même. À la fois les spécialistes d'économie monétaire et puis les autres économistes. Beaucoup pensent que, bah, en fait, Bitcoin ne repose sur rien, ou va se faire balayer par les États facilement s'il prend trop d'importance, ou s'il se développe, il ne sera pas une bonne monnaie, parce qu'il a des inconvénients. Donc ceux-là sont plutôt toujours intéressés par l'or, en fait, par les métaux précieux. Ils continuent de réclamer plutôt un système fondé sur les métaux précieux. Ensuite, quand on regarde Alors, ensuite, par ailleurs, évidemment, il y a quand même pas mal d'Autrichiens qui adorent le Bitcoin, hein. Le plus connu, qui n'est pas comment dire, un des grands penseurs actuels de l'école autrichienne, mais qui a obtenu une place quand même majeure dans les débats, c'est Saifedean Ammous. Il a produit le premier grand bouquin sur l'économie du Bitcoin et il se réclame à 100% des thèses autrichiennes les plus radicales, le courant Rothbard. Après, quand on regarde les cypherpunks, euh, il y en a certains d'entre eux qui connaissaient bien l'école autrichienne, ça se voit quand on lit leurs échanges, hein. Ils citent les théoriciens autrichiens. Et puis il y en a d'autres, bah, pour qui c'est pas le sujet, quoi. On peut très bien se passionner pour la protection de la vie privée sans être un Autrichien. C'est parfaitement compréhensible. Et puis, pour revenir à la question de la vie privée, dans l'école autrichienne, il y a aussi un intérêt pour la vie privée et pour la souveraineté individuelle et la liberté individuelle et pour la lutte contre les excès des États, mais pas seulement des États, aussi des grandes entreprises. Notamment parce que les grandes entreprises, dans le système de capitalisme de connivence, sont en fait en alliance avec les États et risquent d'abuser des consommateurs.
de tout point de vue, y compris en termes de protection de la vie privée. Et donc là, il y a souvent une caricature qui est un peu navrante, consistant à dire les libéraux, bah, ils veulent avantager les grandes entreprises. En fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est est-ce que tel ou tel acteur a le soutien de la puissance publique ou non. S'il l'a, c'est problématique. Si c'est une grande entreprise qui demande des réglementations qui l'avantage, c'est un problème. C'est notamment d'ailleurs un des problèmes du protectionnisme, hein. Euh, donc voilà, et sur les cypherpunks, moi j'aime beaucoup ce courant-là, je les ai lus un petit peu et je les trouve passionnants, je trouve que c'était des visionnaires. Ils ont, en fait, dès le début des années 90, ils ont tout pigé, ils ont compris avec 20-30 ans d'avance ce qui allait se passer. Euh, à la fois les potentialités et les risques d'Internet et d'une civilisation fondée sur le numérique. Donc ce sont vraiment des grands penseurs, je pense qu'ils seront étudiés dans les universités dans les années qui viennent. Des gens comme Nick Szabo ou autres euh, sont vraiment des très très grands intellectuels, des très grands penseurs. Et puis Mm. c'est des gens qui ont aussi mis les mains dans le cambouis en créant des outils. Cypherpunk, Write Code, ils ont inventé Bitcoin. Donc c'est Ouais. une aventure extraordinaire. C'est vrai que c'est pour ça que moi j'invite tout le monde à lire 1984 d'Orwell, parce que là, pour le coup, c'est une description dystopique, mais ultra réaliste quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et les cypherpunks, en fait, ils ont pas seulement théorisé ce qui pouvait se passer, ils ont également travaillé, ils ont œuvré à travers de multiples initiatives, pardon, tant sur la propriété intellectuelle avec le système de common right, que sur le principe d'une monnaie numérique souveraine. Ils en ont développé plusieurs. Bon, ça serait trop long de revenir sur tout ça, mais effectivement, c'est vraiment hyper intéressant de se pencher sur les deux. Sinon quoi, on peut rien comprendre en fait à Bitcoin en vérité. Exactement, exactement. Quand on s'intéresse à Bitcoin sans passer par là, on loupe une dimension essentielle du sujet. Donc j'espère que ces auteurs vont être mieux connus, que leur pensée va être diffusée et tout le monde en bénéficiera. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on a une question dans les commentaires tout à l'heure. Vous voyez, les copains, n'hésitez pas à poser des questions. J'y reviens à un moment donné, ne vous inquiétez pas. C'est voilà, l'évolution de l'État, euh, l'État en tant que superstructure, mais aussi en tant qu'individualité, parce que j'imagine que ce n'est pas homogène, sur Bitcoin et les cryptoactifs. Donc toi, tu es, j'allais dire, proche du gouvernement depuis 2007. Il s'est passé entre-temps, toi tu es parti, mais après tu es revenu, mais en tout cas il y a eu plein de majorités différentes, il y a eu une évolution au niveau réglementaire, il y a eu la réflexion sur la loi Pacte, ensuite il y a eu les PSAN, ensuite il y a eu MICA, bref, ça on en parle souvent dans l'émission, mais ma question c'est toi de l'intérieur, au moment où tu y étais bien sûr, comment tu as vu évoluer cette compréhension des crypto-monnaies et de Bitcoin subsidiairement, et où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque ou voilà, parle-nous un petit peu de ton expérience en la matière. Oh, je suis pas sûr d'avoir grand-chose de très intéressant à raconter là-dessus. Bon, d'abord, quand j'étais à Matignon, je connaissais pas Bitcoin, et d'ailleurs, au début, Bitcoin n'existait pas. Ensuite, j'étais à la Cour des comptes quand le sujet Bitcoin, d'abord quand je l'ai découvert, et puis ensuite enfin non, quand j'ai décidé de l'approfondir, et ensuite quand on a vu la loi Pacte et tout le reste. Donc, bah, en fait, j'ai vu une frilosité qui est encore largement réelle dans la population des hauts fonctionnaires et des politiques. Ça évolue très lentement. Par certains aspects, ça évolue plus vite que prévu d'ailleurs, hein. Par exemple, la dernière proposition d'Eric Ciotti, moi, m'a quand même pas mal bluffé, hein, parce qu'on voit que ces équipes ont travaillé le sujet. J'aurais pas imaginé ça à ce stade. Mais il y a aussi des évolutions qui sont décevantes, qui sont trop lentes. En fait, la plupart des hauts fonctionnaires continuent à se méfier de ces sujets. Euh, le sujet le plus sulfureux, ça reste Bitcoin, parce que c'est la révolution monétaire. C'est donc la remise en question de tout un système institutionnel euh, que eux pensent légitime. Alors, une partie d'entre eux sombres cèdent aux sirènes du blockchain bullshit, hein. On va faire de la France la nation blockchain. Les crypto-monnaies c'est vilain, mais la blockchain c'est bien, tout ça. Donc, tout ce bullshit
ils l'ont largement gobé sans trop réfléchir. Euh, Après, bon, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le processus est bottom-up. À mesure que la population se saisit de ces outils et de ces sujets, eh ben, les politiques et les technocrates sont obligés de s'en saisir progressivement, euh, avec des réglementations pas toujours adaptées, parfois maladroites, qui essayent de freiner autant qu'elles peuvent. Mais tant pis, le processus continue. Euh, Ce qui est troublant, c'est que c'est quand même la droite qui est en avance là-dessus. Donc ça soulève quand même des questions. Euh, Si j'étais à gauche, je serais quand même et pro-crypto, je serais quand même bien embêté de voir que mon camp politique n'arrive pas à se saisir d'outils qui valorisent la vie privée, la souveraineté individuelle, la résistance face aux excès des grandes banques, la résistance face aux dictatures. Voilà. En fait, la gauche est complètement aux abonnés absents là-dessus. Donc, c'est étonnant. Euh, et puis, il y a l'action des autorités européennes, puisqu'elles font partie d'une forme de périmètre étatique, hein. Toute institution qui est dotée du monopole de la puissance publique, on peut la considérer comme une organisation étatique, même si l'Union européenne n'est pas un État. Et donc la réglementation européenne aujourd'hui, elle est assez navrante parce qu'elle passe son temps à mettre des freins au développement de ces technologies, à vouloir contrôler, réguler, autoriser, limiter, etc. Pendant qu'aux États-Unis, il y a un boom extraordinaire. Donc c'est pitoyable, quoi. Voilà. Ouais, c'est un mot fort, pitoyable, et en même temps, évidemment que je le partage, mais moi, je ne suis pas magistrat à la Cour des comptes, donc moi, je dis ce que je veux. Non, non, mais c'est vrai que c'est un mot très fort parce que pour moi, et d'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce que tu penses qu'il y a davantage sur une balance, hein, d'ignorance, de crainte légitime d'un objet ou d'objets avec un S qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ont peur de ne pas maîtriser, qu'ils leur échappent, avec les dérives associées, parce que c'est vrai, il y a de la fraude fiscale, il y a du financement du terrorisme, c'est la vérité. Alors, c'est marginal par rapport au cash ou même aux euros, mais au moins ceux-là, ils les connaissent. Ou est-ce que tu penses qu'il y a sur la balance plus de volonté, voilà, de contrôle quasiment totalitaire? Coucou toi. Moi aussi, j'ai un chat. Donc, c'est quoi pour toi le ratio, même si ça doit être difficile, mais à ton avis, il y a un peu plus de l'un ou de l'autre? Ouais, c'est difficile de savoir la proportion entre incompétence, idéologie, peur, malhonnêteté. C'est une attitude culturelle globale face à la nouveauté, face à la technologie, face au marché. Euh, euh, et puis, ce sont des biais étatistes et collectivistes qui l'emportent. C'est-à-dire que tout ce qui ne surgit pas de la pensée fertile de nos grands dirigeants omniscients doit être pris avec prudence. Ouais. Là, il y a l'idéologie européenne qui s'est imposée dans les institutions européennes. L'Union européenne est un processus, en fait, technocratique, constructiviste. C'est-à-dire, on prétend construire par la rationalité humaine des institutions efficaces, merveilleuses, qui vont assurer la paix, la prospérité, etc. Donc, on survalorise le produit de l'intelligence des dirigeants. Et donc, ce qui naît d'un autre processus est a priori suspect. Quelque chose qui émerge d'un type dont on ne connaît pas le nom, qui n'a pas mis de propriété intellectuelle, qui n'a pas d'entreprise, pas de directeur des affaires publiques, pas de budget, pas de plan com validé par la bureaucratie, ne peut pas être sérieux. Donc il faut le contrôler. Et si ça se développe, il faut le maîtriser. C'est un peu ça mon impression générale. Non, je vois, c'est intéressant et j'aime bien cette idée effectivement d'ego inconscient, que tout ne peut venir que d'eux, que tout ce qui ne vient pas d'eux doit forcément être mauvais et donc contrôlé, etc. J'aime bien, c'est intéressant comme vision. Ça rejoint le titre d'un bouquin de Hayek qui est la présomption fatale. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle, enfin, c'est la confiance déraisonnable qu'on va placer dans les dirigeants en présupposant qu'ils ont toute l'information disponible
pour produire des réglementations et des politiques publiques pertinentes. Alors que ce n'est pas le cas, ils n'ont pas l'information pertinente et donc leurs décisions sont extrêmement contestables, inefficaces, voire même contre-productives ou immorales. Alors qu'aux États-Unis, il y a un processus différent parce que c'est un pays qui n'est pas né, qui ne s'est pas forgé par l'activisme politique effréné. Ça a été l'agrégation de plein d'influences progressives. Il y a eu un processus constitutionnel consistant à établir un cadre général avec des grands principes, et puis ensuite, on évite d'entrer dans les détails. Alors, en revanche, les tendances récentes aux États-Unis de ces dernières décennies, d'un point de vue politique, sont plutôt préoccupantes. Il y a une centralisation, une étatisation de la société qui est problématique. Mais il y a toujours quand même cette culture bottom-up qui est majoritaire et qui peut expliquer qu'on fasse plus confiance au marché, à l'innovation, à l'expérimentation et donc aux cryptos. Ouais, je vois. D'ailleurs, il y a un autre. Parlons d'Europe, évidemment. Déjà, il y a un rapport de la Cour des comptes sur la fiscalité des cryptoactifs, notamment, mais pas seulement, hein, qui demande à avoir plus de régulation, mais aussi qui dit qu'un potentiel sous-exploité par une fiscalité mal calibrée. Est-ce que toi, tu avais participé à ce rapport sur les cryptoactifs? Bon, je n'ai pas participé parce que je n'étais pas dans la chambre qui le produisait. C'était la première chambre. Tu as dû être dégoûté, non? Oui, j'aurais bien aimé y Ouais. participer. Simplement, j'ai eu quelques discussions avec les rapporteurs, ceux qui écrivaient le rapport. Et le contenu du rapport est plutôt dense et de qualité, hein. Ce qui a été beaucoup plus surprenant pour la communauté crypto, c'était les propositions, les recommandations. Parce que dans les rapports de la Cour, maintenant, de plus en plus, enfin systématiquement, il y a des recommandations précises pour dire, voilà, qu'est-ce que nous, Cour des comptes, on propose, on recommande de modifier dans la réglementation ou les structures. Et ces propositions étaient très étonnantes. Et en fait, elles illustrent la manière dont fonctionne la Cour des comptes. C'est que les rapporteurs, ils écrivent un rapport, et puis ensuite, ce rapport leur échappe, parce que ceux qui prennent les décisions sur le contenu du rapport et surtout sur la recommandation, ce ne sont pas les rapporteurs, ce ne sont pas ceux qui écrivent le rapport. Eux, ils font des propositions. Et la décision, elle est faite par la Chambre. Là, en l'occurrence, c'était la première Chambre. Et la Chambre, elle est composée de quelques magistrats qui sont très expérimentés, très, très, très expérimentés, et qui, sur certains sujets comme des nouvelles technologies, en fait, ne sont pas assez expérimentés, justement du fait de leur immense expérience dans les autres domaines. Et donc, ils sont tentés de prendre des décisions sur la formulation des recommandations qui va pas forcément être très, très adaptée, pas très pertinente, quoi. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Ouais, je vois, je vois. Bah, en plus, le pire de ces rapports-là, de mon point de vue, c'est que déjà, évidemment, ils finissent dans un coin de table, enfin, pour soutenir une commode, ça qu'on dit. Mais c'est même pas ça. C'est comment il va être instrumentalisé par les politiques et par les médias et qui vont retirer finalement le passage qui les intéresse. Alors qu'évidemment, j'imagine, je l'ai pas lu, hein, je reconnais qu'à l'intérieur, il doit y avoir des choses intéressantes, nuancées, Mm. pertinentes. Et, voilà, donc ça, limite, ces rapports font plus de mal que de bien. D'ailleurs, c'est comme les rapports sur le budget, où j'imagine qu'on alerte sur la situation des comptes publics depuis très longtemps. Là, récemment, au mois de juillet, la Cour des comptes disait qu'on ne pouvait plus reporter les efforts. Ça y est, c'est maintenant ou jamais. Bon, après, au niveau des propositions faites par la Cour des comptes, elles n'engagent que la Cour des comptes. On est d'accord qu'il n'y a pas de coercition possible puisqu'elle n'est pas élue, donc c'est normal d'un autre côté démocratiquement. Mais c'est dommage parfois qu'on s'en inspire pas davantage. C'est toujours le débat sur effectivement l'utilité des rapports de la Cour des comptes. Sur la capture par des intérêts, des groupes d'intérêts ou l'instrumentalisation, c'est un risque très réel, euh, mais qui est parfaitement identifié en interne dans le processus de production des rapports et qui aboutit parfois d'ailleurs à un surcroît de prudence qui peut même être excessif. Pour ne pas prêter le flanc à Ouais. l'instrumentalisation, on va parfois avoir tendance à écrire des rapports trop modérés ou trop consensuels. Hmm. C'est très difficile de trouver le bon équilibre. Moi, je t'avoue, hein, je t'en parle. Alors, je sais que j'imagine que ça ne doit pas être ton sujet
de prédilection. Mais moi, il y a quand même un truc avec la Cour des comptes qui m'a quand même bien énervé, c'est le report du rapport sur l'immigration au motif de ne pas vouloir influencer l'opinion, alors que de mon point de vue, c'est quand même à la base un peu l'objectif de la Cour des comptes, qui est d'informer et donc influencer évidemment l'opinion. Et ça a été motivé par on attend l'élection. À l'époque, je crois que c'était une élection européenne ou législative, je ne veux pas dire de bêtises. Et donc là, on voit que voilà, la Cour des comptes qui est censée quand même proposer une information voilà, étayée pour informer les hommes politiques, d'accord, mais aussi l'opinion, où là, il y a eu clairement une volonté de mettre ça sous le tapis. Hein. Alors ça, je t'avoue, ça m'est resté en travers de la gorge. Et j'imagine que s'ils l'ont fait là, ils l'ont peut-être fait 100 fois avant et ils le feront 100 fois après. Donc voilà, mais bon, je ne sais pas si c'est Ouais, un sujet. ça a créé un énorme débat en interne, hein, cette décision. Et en fait, ce que tu dis est intéressant parce que la question, en fait, c'est si ça a été fait là, est-ce que ça n'est pas fait par ailleurs sans qu'on le sache? Et donc, c'est là qu'on voit que la crédibilité d'une institution, elle peut être très vite fragilisée par certaines décisions à partir du moment où elle crée un doute sur le reste de son activité. Euh, Je pense et que ça a été donc, le il y cas. a... Hein. Je pense que ce Ouais, report du dossier sur l'immigration, je pense qu'il a créé un vrai doute dans l'opinion, etc. Et je pense qu'il est légitime et c'est ouais, dommage. Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Bon. Alors, parlons, revenons en Europe et on va parler bien sûr euro numérique et stablecoin. Alors, c'est un sujet que j'évoque avec beaucoup de mes invités et après, j'aime avoir leur opinion sur le sujet. Alors, en gros, pour poser le contexte, hein, on a les États-Unis qui ont fait un veto sur les CBDC pour favoriser plutôt les émetteurs privés de stablecoin. En Europe, on fait plutôt le choix politiquement en tout cas, de favoriser un euro numérique, donc une infrastructure de paiement parallèle à l'euro, et au contraire de mettre une régulation très rigide sur les émetteurs de stablecoin, au point que le leader mondial Tether a fait le choix de se passer du marché européen. Quel est, toi, ton point de vue, qu'il soit juridique, philosophique, économique, bien sûr, sur cette guerre entre stablecoin, CBDC. Voilà, comment tu vois la chose, toi? Bon, alors c'est un vaste débat, mais la conclusion, c'est qu'on s'en fiche de tout ça puisque c'est Bitcoin qui va gagner. Donc, alors avant d'y arriver, il y a quand même un certain nombre d'étapes, mais il faut pas perdre il faut pas perdre cette idée que la conclusion, ça va quand même être ça. Euh, on est dans une phase de transition, les stablecoins ont un rôle à jouer, rendre des services aux utilisateurs. Je crois que Tether a 500 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça. C'est complètement incroyable. Surtout dans des pays en développement où il y a des besoins vraiment réels. Euh, Ils sont en train de devenir des monstres. Enfin, l'entreprise Tether, c'est un objet économique, entrepreneurial et financier complètement démentiel, absolument, absolument inouï. Euh, les États-Unis, effectivement, ont décidé de freiner l'adoption, enfin d'interrompre leur projet de CBDC, mais on n'est pas à l'abri que ça revienne si les démocrates reprennent le pouvoir. Euh, Ce qui est quand même pas impossible. Un jour, ils reprendront le pouvoir. Et eux, ils sont beaucoup plus habités par l'idée de contrôler l'économie et les individus, et notamment par une CBDC qui est le projet européen, l'euro numérique, où là on revient dans le choix affligeant des Européens de privilégier le contrôle, le pilotage public centralisé plutôt que le bouillonnement créatif du marché et de l'innovation technologique. Donc la BCE avance sur l'euro numérique, ça pose des tas de problèmes, mais bon, bah, ils continuent d'avancer dessus. J'ai l'impression qu'ils vont avoir la validation des autorités politiques hein, pour continuer. Et donc, c'est une perspective qui est très inquiétante, parce que le grand public n'a pas encore compris les risques que ça va entraîner. Il n'a pas encore compris qu'une fois que ces outils seront en place, on va progressivement éliminer le cash physique et qu'on va se retrouver dans une situation pratiquement dystopique avec un contrôle par la puissance publique sur, d'abord sur l'information individuelle, et puis sur les pratiques, la vie quotidienne des gens.
avec un pouvoir de blocage sur leurs dépenses, un pouvoir d'incitation sur leurs dépenses pour favoriser telle ou telle dépense supposée vertueuse, et un pouvoir de pilotage de l'activité économique avec un surcroît d'activisme monétaire, de relance monétaire, de quantitative easing. Et donc, c'est vraiment pas très sain comme évolution. Donc, j'espère qu'en Europe, comme aux États-Unis, on va avoir quelques leaders politiques, et c'est déjà un petit peu le cas, hein, qui vont alerter l'opinion publique sur ces aspects euh, pour freiner autant que possible ce projet d'euro numérique. Après, sur le long terme, même si les CBDC se mettent en place, là, ça va accélérer la prise de conscience par le grand public des vertus du Bitcoin. Protection contre les décisions autoritaires de l'administration et protection contre la dilution de la valeur de la monnaie et véritable souveraineté financière individuelle. Et ça, heureusement que Bitcoin sera présent pour offrir cette bouée de sauvetage aux populations. Mais d'ailleurs, ce que tu dis est intéressant parce qu'on voit des intérêts privés et je pense qu'il y aura bientôt également des États membres de la zone euro qui vont se soulever contre l'euro numérique. Quand je dis intérêt privé, je parle de ce consortium de 9 banques privées qui se réunissent pour lancer un stablecoin euro. Et aussi ce lobby bancaire qui trouve que ça va coûter une blinde, que ça ne va pas du tout répondre au problème de la pénétration du dollar dans la zone euro via notamment les stablecoins. Et puis, on a aussi sans doute des États, les mêmes qui se sont opposés à Chat Control, les mêmes qui se sont opposés à l'identité numérique européenne, les mêmes qui s'opposeront demain sans doute à l'euro numérique. Ça va créer en fait un schisme entre les européistes, j'allais dire totalitaires, et les européistes, souvent d'ailleurs issus de l'ancienne Union soviétique, qui ne veut pas retrouver, qui ne veut pas revenir à cette superstructure totalitaire et qui va un peu à l'encontre des libertés fondamentales. C'est ça que moi je vois venir dans les années à venir, sachant, pour un peu de contexte, l'euro numérique phase pilote en 2027 et normalement, si tout se passe bien, mise en circulation en 2029. Voilà, pour resituer un peu les dernières informations sur l'euro numérique. Tu partages Ce que mon… Lagarde vient d'annoncer. Oui, oui. Ouais. Non, mais effectivement, on peut imaginer ça, on peut imaginer cette tension entre certains États membres qui seront favorables et d'autres qui seront beaucoup plus prudents parce qu'ils ont l'expérience du totalitarisme. Donc, on peut espérer que le camp, le deuxième, en fait, l'emporte, hein. Mais c'est pas évident, hein. Parce que je pense que les autorités européennes vont profiter des prochaines crises économiques et financières pour faire avancer leurs projets. Et en fait, historiquement, ce qu'on voit, c'est que les crises sont utiles aux autorités pour faire passer des mesures étatistes et coercitives. Ça crée un effet de cliquet. Il y a un auteur qui a parfaitement décrit ça, c'est Higgs, qui a écrit Léviathan and the State, ou quelque chose comme ça. Il y a le mot Léviathan dedans. C'est l'idée que la puissance publique croît comme ça, par étapes, et chaque étape, c'est justement une crise où il y a une opportunité qui est saisie pour accroître les pouvoirs de la puissance publique. Supposons qu'il y ait une énorme crise financière dans les années qui viennent et qu'il y ait des grandes banques qui risquent de faire faillite, avec des dizaines de millions d'épargnants qui risquent de perdre leurs économies. Si la solution proposée à ce moment-là pour éviter que des dizaines de millions d'épargnants perdent les économies de leur vie, c'est l'euro numérique, mais tous les États membres accepteront l'euro numérique dans la minute. Et une fois que l'euro numérique sera en place, mais on ne pourra plus en sortir. Il y aura un effet de cliquet. Et c'est ça le risque. Donc, Pardon de t'interrompre, mais ça mène à deux discussions. Soit le complotisme, c'est-à-dire est-ce que finalement ils n'ont pas intérêt à provoquer cette crise pour justement derrière plus facilement faire passer l'euro numérique. Et ça peut sembler
pour certains complètement absurde, mais l'histoire nous montre que ce ne serait pas la première fois que des politiciens organisent le chaos pour imposer une solution qui s'avère être finalement pire que le problème. Et puis le deuxième sujet sur cet effet cliquet, ça nous pousse aussi à notre responsabilité individuelle où qu'on soit, de lutter avant qu'il ne soit trop tard. Pardon. Je me réjouissais il y a quelques heures de cela de l'annulation de chat control décidé par le gouvernement, par l'Union européenne, pardon, par la Commission européenne, parce qu'il y a plein d'États qui se sont opposés, parce qu'il y a eu des mouvements assez massifs sur les réseaux sociaux. Ça joue un peu, hein, évidemment. Et ça, effectivement, si on l'avait dénoncé trop tard, bah, en fait, ils ne reviennent jamais en arrière. Ils vont toujours en avant. On en revient sur cette notion d'effet cliquet dont tu parles. Ouais, après, alors ces 2 éléments sont importants, hein, mais sur le premier, moi je reste quand même très prudent sur, ces théories, parce que c'est vrai qu'il y a des cas où, les dirigeants ont intérêt à déclencher certaines crises qui vont leur profiter après. Mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus vaste, hein, et ce serait prêter quand même beaucoup d'intelligence et d'habileté et de compétences à nos dirigeants que de supposer qu'ils soient capables de créer ce genre de crise avec ce genre d'objectif. Hem, sur, le deuxième point, donc effectivement, c'est une avancée, hein, le fait qu'on ait réussi à stopper une dérive liberticide, mais ça va revenir dans 2, 3 ans, ils vont retenter, le coup et puis là encore, ils vont faire passer ça à l'occasion d'une crise. Imaginons un acte terroriste d'une ampleur, jamais vue, en Europe. Hem, Si une des réponses pour, éviter que ça se reproduise, c'est le genre de contrôle qui était proposé, en fait, tous les États accepteront. Ouais. Hem, Les arguments pour chat control, c'était la lutte contre la pédocriminalité. Et le problème, c'est voilà, que si tu étais opposé à chat control, on te disait immédiatement que dans ce cas-là, tu te faisais toi-même le défenseur des pédocriminels. ouais. Donc, il suffirait demain, faisons de la fiction, hein, que l'Union européenne, j'en sais rien moi, démantèle un réseau pédocriminel, alors qu'on les connaît, on sait où ils sont. En vérité, si on mettait les moyens, on irait les trouver, etc. Et qu'on décide d'organiser, de médiatiser ça, et finalement on dit, bah tu vois, on aurait pu les trouver avant grâce à un chat de contrôle. Enfin voilà, on peut sans aucun problème et avec cynisme, on peut manipuler les opinions, ceux qui votent, et c'est pas du complotisme ça. Enfin en tout cas de mon point de vue, c'est quelque chose qu'on voit quasiment tous les jours, tu vois. Donc, mais je Ouais, comprends. après la notion de complotisme, elle est très vague, hein. En fait, la seule définition, correcte, du mot complotiste, c'est que, est complotiste toute personne qui est plus complotiste que moi. Ou C qui doute de la c'est version officielle. C'est surtout ça en vérité. Ouais, ouais, enfin, c'est un terme, très, très ambigu, quoi. Ouais. En tout cas, il est disqualifiant, comme extrême droite, comme tout ça, et donc forcément, il ferme le débat. Donc, mais ça va, je trouve que petit à Mmh. petit, grâce aux journalistes citoyens, grâce au fait que souvent les complotistes ont raison avant les autres sur certains sujets, le terme limite devient même une qualité. Certains s'en revendiquent. Mais bon, tu as raison de rester prudent sur les dérives de ça, parce que ça peut mener évidemment à des choses qui sont malsaines. Mais nous, en tout cas ici dans l'émission, sur mon compte Twitter et partout ailleurs, voilà, on essaye de réfléchir et de douter parfois en essayant d'apporter quand même des éléments probants. Euh, Ouais. Après, il y a quelque chose d'important, c'est de comprendre la logique des institutions. Parce qu'on n'a pas besoin de passer par l'hypothèse selon laquelle une dizaine de dirigeants se réunissent, dans une salle secrète pour prendre des décisions, heu, pour anticiper certaines choses. On peut analyser la nature des institutions, et ça, c'est un travail de sociologie des organisations, d'économie politique, pour en déduire quel est leur intérêt intrinsèque et quelle est la tendance naturelle qu'ils vont avoir, qu'ils vont suivre. Et il y a des logiques de pouvoir. Une institution qui a du pouvoir, sa tendance, c'est au moins de préserver son pouvoir, voire d'en acquérir plus. Euh, et donc, à partir de ce fait très simple, on peut analyser l'essor de l'euro numérique, la régulation des cryptos, et plein de choses de ce style. Et ça, c'est pas du complotisme. Si c'est une approche qui est rationnelle, avec une méthodologie, en fait, ça peut être très puissant.
et même plus convaincant que des intuitions ou que des spéculations ou que de l'émotivité, quoi. Ouais, je vois. Ok. Bah, écoute, très, très bien. Alors, parlons un peu. L'IA, c'est un sujet qui t'intéresse? Bah, j'y connais rien du tout, mais je m'y intéresse comme tout citoyen. Je suis fasciné par cette évolution. Complètement éberlué. En fait, c'est un sujet que j'ai découvert il y a longtemps, hein, juste avant Bitcoin. Je m'intéressais aux nouvelles technologies. Euh, et donc, à ce moment-là, je lisais des auteurs comme Ray Kurzweil, qui est le pape de la théorie de la singularité, et qui annonçait des choses incroyables, et qu'on prenait pour un fou. Et puis, euh, en fait, voilà, ça commence à se réaliser en ce moment. Et personne ne sait où ça va aller. J'avais lu un livre aussi fascinant à l'époque qui était Super Intelligence d'un philosophe qui s'appelle Holstrom. Non, pas, non, non, Bostrom, enfin j'ai oublié son nom. Euh, Personne ne sait où ça va aller et c'est vertigineux parce que c'est probablement le changement le plus radical de l'histoire de l'humanité qui commence en ce moment là, en ce moment. Et là encore, nos institutions ne sont pas prêtes. Elles ont un fonctionnement qui est beaucoup trop traditionnel et trop lent pour s'adapter en temps réel. Et donc, il ne faut pas attendre que les réglementations produites face à cette révolution soient adaptées. C'est impossible. Il ne faut pas attendre non plus que notre système éducatif soit capable de se réformer assez vite pour prendre en compte ces évolutions. C'est impossible. Euh, Et donc, les années qui viennent vont être, par certains aspects, extrêmement douloureuses et par d'autres, extrêmement bénéfiques. Euh, j'ai lu récemment le livre d'Olivier Babot et de Laurent Alexandre, qui sont vraiment des très très bons vulgarisateurs, qui ont absorbé la littérature pertinente sur le sujet et qui décrivent un peu les impacts en matière éducative, en matière d'enseignement. Et c'est absolument passionnant. Si moi j'ai pas d'enfant à ma connaissance, j'exclus pas d'en avoir, mais si j'en avais, ce serait mon obsession de savoir comment adapter leur éducation, enfin surtout leur enseignement, à partir de ces outils et face à ces enjeux. Que sera le marché du travail dans 10 ans, dans 20 ans? La plupart des métiers d'aujourd'hui auront disparu. Comment se préparer aux nouveaux métiers? Et Ouais, ce bouquin donne des pistes là-dessus. C'est pour ça que je l'ai vraiment aimé. Mm. ah ouais, bah, effectivement. D'ailleurs, alors si vous pouvez lire le livre, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'indique à l'écran les ouvrages, hein, si vous souhaitez les commander. Et sinon, à défaut de lire, parce qu'on n'a pas forcément toujours soit le temps, soit l'argent, soit la connaissance, les auteurs en question font des podcasts, ils font des émissions de radio, ils font tout ça. Donc, à défaut d'aller lire l'ouvrage en entier, on peut comprendre que c'est pas forcément toujours facile. Par exemple, pour le dernier dont on parle là, ils ont fait moult émissions à la radio notamment, où ils expliquent un peu les thèses du bouquin. Ça vaut pas la lecture, bien sûr, mais ça Mm. permet assez facilement de comprendre les enjeux de l'IA. Moi j'en Tout à fait. parle. Olivier Babot, il a fait un podcast récemment, notamment sur Surfing Bitcoin, le podcast de Surfing Bitcoin. Et il résume assez bien ses thèses dans cette vidéo. Ok, très intéressant. Mais c'est vrai que sur la déconstruction, ou en tout cas vraiment la transformation du marché de l'emploi via l'IA, moi je prends toujours l'exemple des avocats, dans lequel le métier d'élève avocat va devenir une niche, puisque l'IA remplace 20 élèves avocats dans un cabinet. Et ça, c'est absolument effrayant, parce que y a toute une génération qui voulait être avocat et qui en même temps va pas pouvoir, parce qu'il n'y aura pas en face une offre suffisante. Et en même temps, des cabinets d'avocats dans une société où tout se judiciarise, l'IA apporte un outil qui permet de traiter plus de dossiers plus rapidement. Et puis après, tu as un rapport de force entre les avocats qui rédigent avec l'IA des choses qui sont souvent maintenant plus précises, plus fondées, sur une amplitude de texte tellement plus large qu'un humain pourrait le faire, et en face une justice qui, elle, n'est pas encore, de mon point de vue en tout cas, très formée à l'IA, même si j'ai vu, alors ce n'est pas la justice, c'est les élus, que la plupart des amendements qui sont proposés à l'Assemblée sont rédigés à l'IA.
Il suffit de voir le nombre de tirés quadratins dans les amendements. On ne voyait pas ça il y a 4 ans. Donc, on voit aussi l'IA est utilisée par nos dirigeants pour pondre texte sur texte avec un. Enfin, voilà, ça, je t'avoue que ça me fait un peu peur. Parce qu'il n'y a plus de limite maintenant, tu vois. Rédiger un amendement, ça prend, j'exagère, mais ça prend 5 minutes, tu vois. Avec un template, tu dis quelle idéologie tu veux mettre derrière, et puis l'IA, elle fait ce que tu veux, quoi. Donc voilà, tu vois ça, toi, à la Cour des comptes, vous utilisez l'IA pour rédiger? Ça commence, mais c'est très lent, hein. Mais cela dit, à long terme, en fait, le job de la Cour des comptes est pratiquement remplaçable instantanément par l'IA, hein, parmi des tas d'autres fonctions. Donc, ça va être assez pittoresque à observer, quoi. Euh, donc, bon, voilà, je trouve qu'on a la chance d'observer cette révolution. Euh, on peut être tiraillé entre plusieurs réactions, hein. Il y a un aspect peur, hein, on peut se sentir un peu tétanisé face à ça, un aspect exaltation avec des espoirs immenses, etc. Euh, et je pense qu'on chacun d'entre nous, on passe un peu par ces différents aspects sur ce sujet. Je vois, ok. On va finir sur des sujets plus larges, plus mondiaux, et notamment géopolitiques. J'imagine que tu n'es pas passé à côté des révolutions trumpiennes, milléistes. On a aussi hein, le rapport de force avec la Chine qui s'inverse, notamment sur les bons du Trésor américain. Tout ça pour dire, parmi toutes les transformations qu'on voit, qu'elles soient libérales, ultralibérales, libertariennes en Argentine notamment, etc., quel est, sur les 12 derniers mois, selon toi, l'événement, l'élection, la politique, je ne sais pas, qui te parle le plus, qui te passionne le plus, que tu suis le plus, et pourquoi? Bah, je citerai Trump et Milley. Euh, Trump, en fait, bon, moi, je suis pas fasciné par le personnage, par ses côtés grotesques, vulgaires, simplistes et tout, mais malgré tout, son élection a été une très bonne nouvelle de mon point de vue. J'osais pas trop y croire, j'osais pas trop l'espérer. Elle a eu lieu contre toute attente, ce qui était un événement historique en soi, hein. Ensuite, j'étais quand même très déçu en fait, plus déçu que prévu, par les premiers mois de son mandat, parce que ça avait pas trop mal commencé avec Musk, le Dodge, l'ambition de réduire le périmètre de la puissance publique, voilà. Mais ça a échoué. Ça a échoué, et c'est très triste. Ça a dit quelque chose du système américain, de l'économie et de la politique américaine. C'est un problème parce que la dette publique explose et donc ils vont tout droit vers une catastrophe financière. Et nous, on va souffrir s'il y a un problème aux États-Unis là-dessus, hein. Il faut être conscient de ça. Ensuite, la guerre tarifaire, j'étais comme tout le monde consterné par tout ça. Euh, donc, bon, voilà. Après, on pourrait aussi commenter son activisme sur la scène internationale et tout, mais là, ça nous emmènerait quand même très loin. Je reviens sur l'Argentine. Milei, ça a été une extraordinaire surprise pour moi. Euh, j'étais, euh, euh, j'ai pas mal de sympathie pour le type, même il est complètement loufoque, complètement taré, mais il a eu l'intelligence de jouer quand même avec ça, parce qu'il avait compris que les électeurs avaient besoin de changer radicalement de système, et qu'il ne s'agit pas seulement de leur promettre des changements, mais qu'il fallait incarner le changement. Donc s'il s'était présenté avec une cravate et un costume de technocrate, il aurait été moins crédible pour annoncer une rupture radicale. Donc il s'est présenté comme un fou, comme un taré. Et du coup, il a été crédible dans sa promesse de changement complet. Et il a été élu. Alors j'ai été fasciné par les réactions européennes, occidentales à son élection, qui ont prouvé leur stupidité abyssale, leur ignorance et leur biais idéologique en faisant l'amalgame en permanence entre pensée libertarienne et extrême droite limite nazie. Donc là, on a vraiment atteint le comble de l'indécence intellectuelle dans ses commentaires sur Milley.
Maintenant, je jubile en voyant le niveau de sidération de ces commentateurs qui voient que Milei vient de gagner les élections de mi-mandat. Personne n'aurait jamais osé imaginer ça. D'ailleurs, moi-même, je ne pensais pas qu'il allait les gagner, hein. Je pensais qu'il allait se faire dégager assez vite, Milei, parce que sa thérapie de choc était trop violente. Et il a gagné. Il a obtenu donc la confiance de la population pour continuer son programme et même pour avancer encore plus vite, puisqu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait avant, puisqu'il n'avait pas la majorité au Parlement. Donc là, je crois qu'il n'a toujours pas la majorité, mais il peut quand même aller plus loin dans sa politique de déréglementation, d'assainissement des finances publiques et de libéralisation, ce qui pour moi est très sain. Le problème, c'est l'aspect monétaire. Les gens qui le soutiennent d'un point de vue théorique et intellectuel, notamment l'école autrichienne, sont de plus en plus perplexes parce qu'il n'a pas mis en œuvre sa promesse de supprimer la banque centrale et de dollariser l'économie, ce qui était une promesse positive. Alors évidemment, certains d'entre eux répondent que c'était plus compliqué à faire que prévu, que s'il l'avait fait, ça aurait augmenté l'hyperinflation, et qu'il fallait d'abord assainir le bilan de la Banque centrale avant de pouvoir le faire. Alors là, c'est des débats extrêmement techniques. On peut espérer qu'il va quand même réussir à le faire prochainement, mais il semble que plus il attend et plus c'est difficile. Et d'ailleurs, il a dû obtenir un énorme prêt de plusieurs dizaines de milliards de dollars récemment des États-Unis, parce qu'il était dans une situation très fragile. Il a obtenu ce prêt juste avant l'élection, ça a peut-être contribué d'ailleurs à rassurer les électeurs. Mais ça va être très intéressant de suivre cette évolution, parce que s'il échoue, ce sera sans doute pour de mauvaises raisons. Ce sera parce qu'il n'aura pas fait la réforme monétaire promise. Et là, évidemment, tous ses opposants, notamment en Europe, diront, vous voyez, c'est l'échec du libéralisme. Et donc, on peut leur faire confiance pour user de la mauvaise foi la plus tordue et la plus vicieuse possible là-dessus. En revanche, s'il réussit son pari, s'il améliore la situation en Argentine, et même s'il est réélu, ça peut avoir un impact énorme, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants qui vont s'en inspirer, qui vont comprendre que voilà, il y a des méthodes qu'on n'a pas encore testées chez nous en Europe, qui ont fait leurs preuves à côté, et les électeurs vont commencer à demander la mise en œuvre de ces méthodes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de demande pour une réforme thatchérienne ou milléiste en Europe. Il n'y a pas cette demande parce que les populations ont été formatées par des décennies de bourrage de crâne étatiste. Mais on arrive à un point, on n'est pas loin d'un point de rupture où la situation se dégrade tellement que, à partir d'un certain stade, les gens demanderont un changement complet. Pas un tripatouillage à la marge des multiples paramètres de la politique publique, mais simplement un changement de paradigme. C'est ça que Milei a proposé, est en train de mettre en œuvre, et c'est donc une aventure absolument fascinante. Ouais, je vois ce que tu veux dire et je partage. Il y a deux, trois choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, même s'il réussit, on dira qu'il a échoué. On se rappelle de l'exemple de Bukele, qui sur à peu près tout a réussi, sécuritairement, économiquement, financièrement, certes au prix de quelques, disons, égratignures en matière de justice, mais il le dit, hein, on a peut-être emprisonné 100, 200, 300 innocents, mais pour en sauver des millions. Mais même sans ça, tu trouveras toujours des personnes qui diront que c'est un échec. Et tu sais, les chiffres, les statistiques sont des petits êtres fragiles à qui on fait dire n'importe quoi si on les torture suffisamment. Pour Milei, c'est pareil. Les chiffres, ceux qui sont les plus importants, c'est-à-dire en gros la croissance, le taux de pauvreté, l'inflation, tout ça, les résultats, alors qu'il n'avait pas les mains libres, il a dû faire alliance avec la droite et tout est dans le vert, tout se passe genre vraiment très bien en très peu de temps, mais on arrive à lui dire ouais mais le peso il a dévalué, oui mais c'est un gars d'extrême droite, donc en fait je pense que la fange socialiste
trouvera toujours un moyen pour dire qu'ils ont échoué. Bon. Mais si on revient sur Milei, je ne sais pas si tu as suivi, mais c'est un sujet intéressant. C'est que son objectif, c'est de dollariser l'Argentine. Tu en as parlé un petit peu. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a le peso qui a subi une inflation massive et on a en face un président qui se dit on a tout intérêt à arrimer le peso au dollar, c'est-à-dire s'arrimer à une économie forte. Donc ça plaît évidemment à Trump, qui d'ailleurs s'est engagé à lui prêter, je crois, 40 milliards de ce point de vue-là. Et ça peut effectivement donner un exemple, tu le disais, hein, à d'autres pays, notamment d'Amérique du Sud, qui souffrent de politiques socialistes depuis 30 ans à peu près, voire un peu plus, et qui pourraient voir chez Bukele et chez Milei un exemple de droite sécuritaire pour ce qui est de Bukele, voire d'extrême droite pour certains. Hein. Donc effectivement, je partage le constat, mais je ne suis pas optimiste sur le fait que certains se disent ah bah finalement c'est une réussite parce que idéologiquement ça peut pas être une réussite pour certains. Oui, pour certains, ça sera jamais une réussite, hein, c'est sûr. Mais supposons qu'il se fasse réélire une fois et même 2 fois. En fait, même s'il y a quelques cinglés qui continuent à dire que c'est un échec, personne ne les écoutera. La vaste majorité des populations et des commentateurs devra reconnaître que ça n'est pas un échec s'il est réélu plusieurs fois, ou si son camp est réélu plusieurs fois. Ouais, je vois. Euh, Ensuite, sur la dollarisation, je ne sais pas si on peut parler d'arrimage du peso au dollar. Est-ce que c'est ça qu'il propose? Parce que Ouais, ouais, euh, il s'inspire d'économistes comme Huerta des Soto, etc., avec une vision de concurrence des monnaies et un rapprochement notamment du dollar. Donc, limite que le peso se dévalue, lui, ça lui est un peu égal, parce que lui, enfin, en tout cas, je crois avoir compris que c'était son objectif. oui, mais est-ce que c'est un arrimage du peso au dollar? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la disparition du peso. Parce que l'arrimage du peso au dollar, ça a déjà été fait en Argentine, hein, avec des currency boards, voilà. Ce que propose Huerta de Soto, c'est c'est pas un arrimage du peso au dollar. Lui, fondamentalement, il propose de supprimer la banque centrale et de faire un système bancaire à réserve 100% pour sortir du système bancaire à réserve fractionnaire actuellement. Et Huerta de Soto, il a effectivement soutenu Milei. Milei s'inspire de lui, mais Huerta de Soto, il va beaucoup plus loin que ce que propose Milei, hein, dans ses écrits. Euh, Non, mais tu as peut-être Huerta de raison. Soto, Merci de me. c'est un des principaux penseurs autrichiens actuels. Euh, et c'est un expert d'économie monétaire. Il a écrit un livre qui s'appelle Monnaie, crédit bancaire et cycle économique, qui fait, je sais pas, 800 ou 900 pages, qui est une merveille absolue, un chef-d'œuvre, euh, et qui est le principal grand traité d'économie monétaire du courant autrichien depuis, en fait, depuis très très longtemps, quoi. Euh, et lui, il propose de privatiser la monnaie et de transformer totalement le système bancaire pour éviter que les banques ne puissent produire de la monnaie. Euh, Après, la dollarisation de l'économie argentine, évidemment, c'est une solution qui semble à la fois radicale et trop limitée, insatisfaisante, notamment si on est en faveur de la concurrence des monnaies, pour revenir à notre sujet tout à l'heure. Parce que ça reste quand même une monnaie imposée par l'État pour tout le monde au niveau central, le dollar américain. Après, ce que Milley propose, il me semble, c'est plutôt une transition, hein. D'abord une dollarisation, et puis ensuite, en fait, une concurrence des monnaies, avec une potentielle émergence d'une monnaie différente du dollar américain à très long terme. Et il n'est pas du tout hostile au Bitcoin. Il n'en a pas fait une promotion massive, mais il a dit pendant la campagne qu'il était plutôt favorable au Bitcoin. C'est d'ailleurs comme ça que moi je l'avais découvert, hein. Je me souviens très bien. À l'époque, il n'était pas du tout connu. Et je m'étais dit, tiens, un politicien argentin qui se dit favorable au Bitcoin, et j'étais très très loin de penser qu'il serait élu un jour. Euh,
Il a d'ailleurs rencontré Bukele il y a quelques mois de cela. Il a déclaré que le Bitcoin est une propriété privée inaliénable. Et effectivement, je pense que la porte n'est pas fermée à demain déclarer Bitcoin comme monnaie légale. Et derrière, ça, encore une fois, l'exemple salvadorien, même s'il y a eu des limites, ils ont dû revenir sur la notion de monnaie légale pour avoir le deal avec le FMI. Mais il y a un effet cliqué aussi, à mon avis, de ce point de vue-là. Dès que c'est essayé et que ce n'est pas le chaos et que ça permet même de peut-être mieux appréhender le rapport de force avec les créanciers, ça peut devenir une option pour certains pays. Donc moi non plus, je ne ferme pas la porte à une Ouais. bitcoinisation de l'Argentine à terme. Ce qu'on peut espérer de Milei, c'est qu'il procède de manière un peu différente de Bukele. Parce que Bukele, bon, bah, c'est une petite économie en Amérique centrale et tout. Mais l'Argentine, c'est une énorme économie par rapport au Salvador. Et c'est une civilisation, une société ancienne, sophistiquée, euh, avec des institutions juridiques beaucoup plus sophistiquées qu'au Salvador et tout, une économie plus complexe. Donc, ce serait complètement absurde de faire exactement comme a fait Bukele, en disant voilà, salut, à partir de demain, Bitcoin est monnaie légale. Il y a maintenant deux monnaies légales dans notre pays, le dollar américain et le Bitcoin. Moi, j'espère qu'il ne va pas faire ça, Milei. Et comme, justement, c'est quelqu'un qui connaît l'école autrichienne, contrairement à Bukele, je pense qu'il est plus futé et plus subtil et qu'il va éviter de faire ça. Le scénario que j'espère, c'est que progressivement, il lève toutes les barrières légales à la concurrence monétaire. Il y en a plein, c'est pas juste une ligne disant la monnaie nationale est telle chose. Il faut qu'il lève ces barrières progressivement et que se mette en place une vraie concurrence des monnaies pour qu'émergent très progressivement quelques monnaies dominantes, éventuellement des cryptos, éventuellement le Bitcoin. Et ça peut prendre 20, 30, 40 ans, ce processus. Le problème, c'est que c'est un processus vulnérable si ses opposants reprennent le pouvoir et décident de le bloquer. C'est pour ça qu'il y a des choses à faire pour le rendre plus difficilement, enfin pour le rendre plus crédible. Et la dollarisation, c'est une des choses à faire justement pour éviter des retours en arrière. Hmm. Ce qu'a fait Trump Euh, lorsqu'il est élu en faisant passer le plus de décrets présidentiels possible, parce que il y a les midterms 2 ans après, une nouvelle élection dans 4 ans, tu ne sais pas ce qui peut arriver, et donc tu as ouais. envie d'aller très fort. Là, il a été reconduit, Milei, avec une majorité encore plus large, une assise dans le pays qui est encore plus large. Donc on n'est pas à l'abri, même j'attends évidemment, dans les prochaines semaines et les prochains mois, des réformes vraiment encore plus structurelles et plus fortes parce que maintenant, il a les moyens qu'il n'avait pas forcément avant cette victoire aux élections législatives. On suivra ça de Ouais, près. ouais, mais il est dans une situation très fragile parce que s'il ne met pas en œuvre une réforme monétaire radicale et vraiment ambitieuse, en fait, tout le reste ne servira à rien parce que l'hyperinflation va reprendre. Et donc, Milei se sera balayé, littéralement balayé, et ce sera un échec majeur. Et il y a certains économistes autrichiens qui anticipent déjà un peu ça, hein. Par exemple, Saifeddin Ammous, il a décrit en détail les problèmes que Milei n'arrive pas ou n'ose pas résoudre, et éventuellement les conflits d'intérêts, les intérêts secrets qui ont un certain pouvoir en Argentine dans le domaine financier, qui bloquent certaines réformes, etc. Euh, et donc, là, il jouit de son triomphe politique, mais sa situation réelle est en fait très fragile encore. Donc, ça va être très intéressant, comme tu dis, de voir dans les semaines et les mois qui viennent s'il accélère dans la bonne direction ou pas. Ouais, c'est Voilà. intéressant. Je pense que ça va dépendre aussi de la force de Trump, de sa capacité aussi à soutenir l'Argentine dans ses mesures, parce que les deux pays maintenant sont liés. D'ailleurs, l'élection législative, pour certains analystes, j'ai envie d'y croire en partie, tu vois, parce que je ne suis pas un spécialiste. Ils disent que l'élection législative, c'est aussi, donc c'est joué sur le bilan, bien sûr, c'est joué aussi sur le fait qu'il n'y avait pas une opposition réellement structurée, mais aussi c'est joué sur ce prêt américain qui était conditionné à la victoire de Milei. Et peut-être que les Argentins se sont dit,
bah, on a besoin de cette oseille, donc on va voter pour Milei. Donc, je veux dire, le sort des deux présidents va, je pense, être aussi lié, enfin, plus le sort de Milei par rapport à Trump que l'inverse, quand même. Mais je pense qu'il y a un rôle à jouer. Les midterms aux États-Unis peuvent avoir aussi un impact dans des régions du monde comme l'Amérique latine. Mais on pourra y revenir. Tout à Il fait. nous reste 10 minutes, Yorick, et on va faire un peu de fiction. Alors, tu parles d'un Bitcoin à 1 million, tu l'as dit. Pas parce qu'il monte, mais parce que bah, les monnaies chutent dans un monde vraiment post-crise, si on en connaît un. Est-ce que tu crois vraiment sincèrement, au-delà de ce que tu as envie, mais plutôt de ce que tu penses faisable, est-ce que tu penses que Bitcoin peut s'imposer dans les pays occidentaux? Parce que dans les pays émergents, j'y vois finalement une possibilité, mais dans les pays occidentaux, est-ce que toi, tu penses que c'est possible? Et quelle envergure la crise devrait-elle prendre pour que ce soit jouable? Bon, d'abord, le prix, 1 million, tout ça, c'est pas très important. Moi, mon raisonnement, c'est soit il tombe à zéro, soit il atteint des montants inimaginables et qu'il n'y a pas de scénario intermédiaire tenable à très long terme. Moi, c'est un raisonnement qui me semble très simple et très, très basique et réaliste. Je suis étonné, en fait, qu'il n'y ait pas plus de gens qui soient d'accord avec enfin, pas avec ce scénario, avec ce raisonnement, cette alternative, zéro ou l'infini. Euh, Je vois pas pourquoi le Bitcoin resterait une sorte d'actif financier à très long terme, qui ne deviendra pas une monnaie, un instrument d'échange généralement accepté et communément utilisé. Euh, Soit il devient cet instrument d'échange et à ce moment-là, il atteint des montants infinis, soit il ne le devient pas et progressivement, il disparaît de la circulation et donc il tombe à zéro. Euh, et donc, si le scénario de l'infini se produit, ce sera assez graduel. Ça peut prendre peut-être des générations, avec peut-être des accélérations soudaines dans certains endroits. Pour répondre à tes questions, en Europe, euh, s'il y a un jour un effondrement de l'euro, voire une disparition de l'euro et un rétablissement des monnaies nationales, ce qui est quand même pas du tout impossible, hein, à mon avis, à long terme, eh ben là, ça profitera sans doute beaucoup au Bitcoin, parce qu'il y a des États qui, à un moment donné, parmi les choix des différents États, qui diront, ah tiens, bah nous, on va faire comme tel autre État qui a adopté le Bitcoin. Donc il y aura des décisions top-down de ce style, et puis le processus bottom-up va continuer à très long terme. De plus en plus de gens vont avoir du Bitcoin. Progressivement, les États vont dire, ah bah tiens, on vous donne la possibilité de payer vos impôts en Bitcoin si vous voulez, en plus, en parallèle de la monnaie habituelle. Ah bah tiens, on va vous permettre un discount si vous payez vos impôts en Bitcoin. Vous paierez moins d'impôts si vous payez en Bitcoin. Je pense que ça, on va y venir. De même que les commerçants vont proposer des discounts pour recevoir des bitcoins, puisque à partir d'un certain prix, tout le monde va vouloir obtenir des bitcoins par tous les moyens possibles, y compris les États. Donc bon, après, tous ces scénarios, ces spéculations, elles sont rigolotes, mais bon, bah, elles restent quand même très limitées finalement, parce que ce qu'on sait, c'est que Bitcoin va gagner, mais on ne sait pas comment ni quand. Donc on verra bien, quoi. Je vois. Alors, il nous reste quelques minutes. Donc, dans les commentaires, si vous avez des questions, posez-les. Il y en a une. Alors, je les prends à peu près toutes, hein, dans la limite, évidemment, du raisonnable. Est-ce que Yorick croit que le prix du Bitcoin est manipulé? Bah, je sais pas très bien, mais je serais curieux de savoir comment, parce que il est quand même le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande, qui est très décentralisée dans le monde entier. Donc évidemment, il y a des gens qui s'allient pour faire des opérations, pour orienter le cours, pour faire du trading, déclencher quelques phases de frénésie et vendre au bon moment et tout. Mais ça, c'est des opérations de court terme. Je pense qu'à long terme,
Je vois pas très bien comment le prix du Bitcoin serait manipulé. Toi, tu as une hypothèse, toi, de ton côté? Non, je pense que la spéculation sur Bitcoin, sans doute, joue à court terme sur des mouvements de marché. Il n'est pas impossible que des gestionnaires d'actifs ou des gros détenteurs profitent pour résoudre des aléas de marché. On a aussi les échanges centralisés comme Binance ou d'autres qui peuvent aussi, à très court terme, pouvoir profiter d'opportunités de marché pour vendre maximum, long, short. Donc, il y a sans doute. Ça, c'est l'activité de marché normale. Le sujet, c'est plutôt est-ce qu'il y a des gens qui s'allient pour piloter les choses sans qu'on le sache? Ok, alors manipulation, c'est par exemple, tu vois, quand on parle dans finance traditionnelle de manipulation de marché, on peut parler aussi de délit d'initié. Ça aussi, c'est d'une certaine manière de la manipulation de marché. Donc, il n'est pas impossible qu'il y en ait marginalement et à court terme sur Bitcoin comme sur n'importe quelle classe d'actifs. En revanche, à long terme et encore plus à très long terme, je ne vois pas comment, mis à part ce que tu disais, c'est-à-dire la rencontre de l'offre et de la demande. Et il ne faut pas oublier, et tu l'as dit et je le redis et c'est important, ce n'est pas Bitcoin qui prend de la valeur, c'est le dollar qui en perd, puisque la principale parité du Bitcoin, elle est en dollars. Donc, on ne peut pas exclure des manipulations marginales et court-termistes, mais sur le moyen long terme, là, j'ai pas d'idée sur le sujet, en tout cas, je crois pas. Ok. À terme, la fixed supply implique une revalorisation équivalente au gain de productivité sur les échanges. Je parlais à court terme. Bon, bah oui, Pierre, je pense qu'on est d'accord. C'est pas évidemment que c'est tout à fait possible. Et en même temps, je pense que ça doit être le cas sur toutes les classes d'actifs. Dès lors que tu en as un peu plus que d'autres ou que tu as une information avant les autres, bon, bah, tu vas tirer parti de ça. C'est illégal en finance traditionnelle. Dans la crypto, il n'y a pas de manipulation de marché. Ça n'existe pas encore. Ça viendra certainement. Donc voilà. Moi, en tout cas, ce que je peux en dire. Enfin, je serais plus prudent quand tu parles de la crypto en général, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de crypto où il y a des manipulations très nettes et très massives. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que là, Donc, je me contentais de Bitcoin. ouais. Et quand je disais la régulation, elle n'est pas sur Bitcoin, elle est Oui, sur. mais tu disais, il n'y a pas de manipulation dans la crypto. Ah, d'accord. Non, quand je dis il n'y a pas de manipulation en dehors du court terme et de ce marginal. Maintenant, tu as raison. La crypto, donc là, c'est tout sauf Bitcoin. Dès lors qu'une équipe, elle a 50% des jetons, etc., oui, évidemment, là, on peut largement parler de manipulation. Tu as raison de me corriger. Il faut faire la différence entre Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies. Évidemment, bien sûr. Merci pour ça. Bon, bah écoute, Yorick, on a été au bout de tous les sujets que j'avais envie, et même d'autres que je n'avais pas pensé, mais qui sont venus. Je te remercie infiniment, vraiment, d'avoir pris le temps de venir échanger avec moi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De belles fêtes de fin d'année et dans ton travail aussi de belles réussites? Bah, écoute, merci de ton invitation, c'était très sympathique. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, je sais pas, que Christine Lagarde démissionne. Alors ça, on peut se le souhaiter, même s'il faut faire attention Collectivement. parce que tu sais, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Donc, Certes. on n'est pas à l'abri que pire la remplace. Donc, je pense que les hommes et les femmes, en vrai, on s'en tape. Ce qui est important, c'est la politique qui est menée. Mais je suis d'accord, Ursula est loin d'être la meilleure en la matière. Merci encore, Yorick. Et puis, Je t'en prends prie. bien soin de toi et belle fin de journée à toi. Merci. À bientôt. Salut, Salut Yorick. Jérém. Bye bye. Bien, les amis, cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça vous a aidé aussi à vous forger peut-être une opinion ou de conforter celle que vous aviez ou au contraire de la contredire. Il ne faut pas hésiter à penser contre soi-même. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail déjà en vous abonnant, en likant, en commentant. Ça nous aide énormément. Mais également, vous pouvez faire un don en crypto ou en euros grâce au lien Bento que vous trouvez en description. Je vous souhaite à toutes et toutes une excellente semaine. On se retrouve demain soir à 20h sur la chaîne du Crypto Daily. On se retrouve jeudi à 19h30 pour un GM Web Free
avec Romain Bayeul. On va parler blockchain, innovation, entrepreneuriat, intelligence artificielle. Et on se retrouve vendredi matin à 10h avec Fabien. Attends, parce que j'ai peur d'écorcher son nom. Bref, c'est maire de Verneuil-sur-Seine, connaisseur des sujets innovants, blockchain, intelligence artificielle, vendredi à 10h. Merci à vous tous et puis à bientôt.